Ils m'ont cruellement forcé à remettre mon précieux nouveau-né. J'étais complètement impuissante et brisée, jusqu'à ce que l'homme le plus redoutable de la ville entière entre soudainement dans la salle d'hôpital. Signez ça tout de suite, Élodie, ou je jure devant tout le monde que votre fils quittera cet hôpital sans votre nom de famille et sans votre étreinte. Non, je ne peux pas faire ça. S'il vous plaît, ne me faites pas ça. Signez maintenant. La suite présidentielle du centre médical de la Croix sentait le désinfectant coûteux, les fleurs fanées et une peur ancienne. Ce genre de peur qui ne fait aucun bruit, mais qui s'accroche au fond de la gorge comme une main froide. Élodie Duval, le ventre serré par des contractions prématurées et le visage pâle d'épuisement, leva les yeux vers la porte automatique qui venait de se refermer avec un bruit sourd. Elle la piégeait à l'intérieur avec son mari, sa belle-mère et l'avocat de la famille, faisant de la pièce moins un établissement médical qu'une salle d'audience, où la sentence avait déjà été décidée avant même le début du procès. Et tandis que la forte pluie parisienne frappait les fenêtres, la femme comprit qu'on ne l'avait pas amenée là pour prendre soin d'elle, mais pour la briser une fois pour toutes. Sur la table de chevet, à côté d'une carafe d'eau qu'elle n'avait pas le droit de toucher, reposait un dossier bleu marine portant le blason estampé du réseau de la Croix, aussi élégant et cruel que tout ce qui appartenait à cette famille. Maître Antoine Dubois, l'avocat qui souriait toujours comme s'il louait la loi alors qu'il la brandissait comme un couteau, ouvrit le document avec des mouvements lents et théâtraux. Il commença à lire une série de clauses rédigées avec une froideur clinique, une renonciation volontaire aux biens matrimoniaux, la libération immédiate du domicile conjugal, l'acceptation du divorce pour motif d'infidélité morale, la renonciation à toute compensation future. Et dans un appendice encore plus glaçant, le transfert provisoire de la garde du bébé à la famille de la Croix pour des raisons de stabilité et de protection de l'enfant. Élodie comprit rapidement qu'il ne s'agissait pas d'une négociation, car personne ne négocie quand 3 témoins et 2 agents de sécurité sont déjà postés à la porte. Madame de la Croix, impeccable dans son tailleur ivoire et portant un collier de perles qui sonnait comme une déclaration de supériorité, la regardait avec la sérénité glaciale de quelqu'un qui se croit au-dessus de tout péché. À ses côtés, Julien évitait de regarder directement sa femme, les yeux fixés sur la fenêtre, comme si la tempête extérieure était plus supportable que la honte de tenir le papier qui la détruisait. Puis Madame de la Croix parla sans élever la voix, et précisément à cause de cela, ses mots étaient encore plus profondément blessants. Elle déclara qu'une femme qui avait trahi son mari ne méritait pas d'élever l'enfant né de sa tromperie, ni de conserver une place au sein du nom de la Croix. Élodie essaya de s'asseoir sur le lit, mais une douleur aiguë à l'abdomen la força à s'appuyer sur un coude tandis que la sangle du moniteur fœtal enregistrait son pouls accéléré. Malgré tout, elle reprit son souffle et demanda avec une clarté qui mit tout le monde mal à l'aise dans la pièce, pourquoi cette famille insistait si obstinément pour garder le bébé si, soi-disant, selon les résultats de laboratoire qu'ils avaient montrés à Julien. L'enfant ne portait pas une seule goutte de son sang. La question tomba dans la pièce comme une pierre jetée contre un miroir délicat, car pendant une fraction de seconde, personne ne put trouver de réponse immédiate. Cette hésitation fut minuscule, presque invisible, mais Élodie la vit, et dans ce vide commença à s'ouvrir la première fissure d'une vérité bien trop massive pour tenir dans un rapport médical. Julien tourna enfin son visage, et ses yeux, autrefois chaleureux et pleins de promesses, ressemblaient désormais à 2 portes verrouillées de l'intérieur. D'une voix dure, plus blessée que ferme, il laissa tomber sur le lit une feuille plastifiée avec l'entête du laboratoire. Il lui dit de ne plus jamais essayer de le manipuler, que le test ADN prénatal était concluant, et qu'il n'était pas disposé à continuer à se faire passer pour un imbécile devant toute la ville de Paris à cause d'un mensonge. Quand Élodie prit le papier de ses mains tremblantes, elle reconnut à peine quelques détails imprimés avant que les larmes ne lui brouillent la vue. Elle pleura non parce qu'elle doutait d'elle-même, mais parce qu'elle comprit l'ampleur du piège. Ils ne l'avaient pas seulement accusée de trahison. Ils avaient réussi à transformer la fierté de son mari en larmes parfaites contre elle. Le silence qui suivit était si tendu que même le bourdonnement de la climatisation semblait être un intrus. Puis Maître Dubois fit glisser un stylo argenté sur le drap blanc, l'arrêtant juste à côté de la main d'Élodie, comme pour lui offrir une sortie digne alors qu'en réalité, il la poussait du haut d'une falaise juridique. Il dit que si elle signait cette nuit-là même, elle pourrait maintenir une certaine discrétion, éviter les scandales médiatiques, et partir avant la naissance avec une somme raisonnable pour reconstruire sa vie, loin de la famille de la Croix. Mais si elle refusait, la procédure serait publique.
Il l'accuserait d'instabilité émotionnelle pendant sa grossesse et chercherait une injonction du tribunal pour protéger le bébé, ce qui était une façon élégante de lui dire qu'ils étaient prêts à lui arracher son fils des bras avant même qu'elle ne puisse voir son visage. Au milieu de cette scène impitoyable, Élodie croisa le regard de Julien pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce. Au lieu de se défendre en criant, elle lui posa une question simple qui fit plus mal que n'importe quelle insulte. Croyait-il vraiment qu'elle avait été capable de le tromper ? D'autant plus qu'il avait absolument refusé d'entendre sa version des faits ou de revoir personnellement les registres des tests. Julien ne répondit pas tout de suite. Il serra la mâchoire et recula d'un pas, comme quelqu'un de terrifié qu'un seul doute puisse déclencher un déluge inarrêtable. Ce fut Madame Delacroix qui répondit pour lui, rappelant à son fils que les hommes de leur famille ne pouvaient pas se permettre de la sentimentalité lorsque la réputation d'un groupe d'entreprises possédant des dizaines de cliniques et des milliers d'actionnaires était en jeu. Comme si l'amour, la confiance et la maternité pouvaient simplement être classés sous la rubrique des dommages collatéraux. La porte s'ouvrit un instant pour laisser entrer une infirmière d'apparence nerveuse qui changea la poche de perfusion sans oser lever les yeux. Élodie vit quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité sur ce visage fugace. Comme si même parmi le personnel de l'hôpital, une rumeur avait commencé à circuler selon laquelle cette femme enceinte était poussée au bord d'un abîme par la famille même censée la protéger. Lorsque la porte se referma, Madame Delacroix fit un pas de plus vers le lit et lui dit que le nom Delacroix n'allait pas être terni par le doute, que l'enfant naîtrait sous le contrôle médical de leur propre réseau hospitalier, et qu'Élodie, si elle avait encore un peu de décence, devrait accepter l'accord avant de ruiner le peu de dignité qu'il lui restait. C'est alors que la protagoniste comprit qu'on ne discutait pas d'un divorce dans cette pièce, mais de l'appropriation silencieuse de son avenir. Pour comprendre pourquoi une famille aussi puissante était si désespérée de faire taire une femme enceinte, il faut remonter quelques mois en arrière, lorsqu'Élodie croyait encore que l'amour pouvait survivre dans une maison bâtie sur des secrets. Il faut revenir au printemps où Paris sentait les fleurs de cerisier. Le mariage maintenait encore l'illusion d'un bonheur parfait, et la plus grande menace n'était pas un acte de divorce, mais quelque chose de bien plus discret, le regard trop attentif de Madame Delacroix traquant chacun des mouvements de sa belle-fille. 6 mois auparavant, Élodie était entrée au gala de bienfaisance de l'hôpital général Delacroix, vêtue d'une robe bleu foncé, modeste et élégante. Très différente des paillettes exagérées des femmes qui se déplaçaient dans la salle de bal comme si elles rivalisaient pour éclipser les lustres en cristal. Bien qu'elle fût mariée à Julien depuis 3 ans, elle sentait parfois encore que ce monde de noms de famille composés, de dîners d'investisseurs et de sourires calculés ne l'acceptait pas pleinement. Pourtant, cette nuit-là, elle était arrivée au bras de son mari avec un sentiment serein d'espoir, car elle gardait un secret qu'elle comptait partager avec lui après la fin de l'événement, elle était enceinte. Julien, avant d'être corrompu par la suspicion, la regardait alors avec une tendresse sincère, la présentant comme sa plus grande réussite. Et pendant quelques heures, il lui sembla vraiment être l'homme sur lequel elle avait tout misé. Élodie l'avait rencontré loin des caméras alors qu'elle faisait du bénévolat dans une clinique médicale communautaire d'un quartier populaire de Belleville. Il s'y était rendu pour redorer l'image publique du groupe d'entreprises et avait fini par croiser le chemin d'une femme qui n'était pas impressionnée par les costumes sur mesure ou les chauffeurs privés. Elle travaillait alors comme coordinatrice de programmes sociaux, et il découvrit en son calme stable quelque chose qu'il n'avait jamais vu parmi les gens qui l'entouraient, une honnêteté qui ne demandait rien en retour. Il insista, il trébucha, il apprit à l'écouter, et il finit par tomber amoureux avec une intensité que même sa mère jugeait ridicule. C'est pourquoi Élodie ne s'était pas mariée en pensant à une fortune, mais à un homme qui, du moins pendant un certain temps, semblait prêt à abandonner l'obéissance aveugle à son nom de famille pour commencer une vie à lui. Cependant, dès le jour du mariage, Madame Delacroix fit clairement comprendre que son acceptation venait avec des conditions invisibles. Élodie commença à les remarquer dans de petits détails qui semblaient triviaux jusqu'à ce qu'ils s'assemblent comme les pièces d'une machine hostile. Sa belle-mère donnait des avis sur ses vêtements, corrigeait sa façon de parler et suggérait subtilement devant les partenaires corporatifs qu'une femme sans lignée reconnue devait être doublement irréprochable pour ne pas faire honte à l'homme qui lui avait donné son nom. Surtout, elle observait Élodie avec un mélange de courtoisie et de vigilance qui ne ressemblait pas à l'affection d'une mère, mais plutôt à la surveillance d'une propriétaire. Julien ignorait généralement cela. Il disait que sa mère était dure avec tout le monde et finirait par s'adoucir.
Mais Élodie sentait que sous cette perfection sociale battait quelque chose de plus dur, presque défensif. La nouvelle de la grossesse arriva par un matin lumineux lorsqu'Élodie, après plusieurs semaines d'épuisement et de nausées, vit les 2 lignes sur le test et resta complètement immobile, une main sur la bouche, riant et pleurant en même temps. Julien la serra dans ses bras avec une émotion maladroite et sincère, la soulevant du sol de la cuisine tout en promettant que leur enfant grandirait loin de la froideur avec laquelle il avait lui-même été élevé. Pendant quelques semaines, la maison sembla changer de température. Des fleurs dans la chambre, des SMS affectueux l'après-midi, des projets de rénovation d'une chambre d'enfant et de longues conversations sur les noms de bébés. Même Madame Delacroix simula un bonheur convaincant, organisant des visites avec les meilleurs spécialistes, important des vitamines haut de gamme et programmant des examens dans les meilleures installations du groupe. Trop d'intérêt, pensa Élodie. Mais à l'époque, elle ne savait pas que chaque geste d'attention cachait une intention de contrôle. Ce que personne n'expliqua à Élodie, c'est que la grossesse n'apportait pas seulement un petit enfant. Elle déclenchait un délicat changement sur l'échiquier financier des Delacroix. Le vieil patriarche avait laissé un testament très complexe stipulant que le premier enfant légitime de Julien activerait un fonds fiduciaire et un transfert massif d'actions qui limiterait sévèrement le pouvoir direct de Madame Delacroix sur le conseil d'administration du groupe. Cette condition, conçue il y a des années pour empêcher la famille de devenir une monarchie absolue dirigée par une seule volonté, transforma le bébé en quelque chose de plus qu'un enfant désiré, elle en fit un actif d'entreprise. Madame Delacroix, habituée à régner sans opposition, comprit immédiatement que si Élodie devenait la mère de l'héritier, elle deviendrait également une présence inamovible, quelqu'un avec une influence légale, une visibilité publique. Et peut-être un accès à des documents qui n'étaient jamais censés quitter certains bureaux. À partir de ce moment, la surveillance devint méticuleuse et élégante, comme c'est souvent le cas dans les familles qui détruisent sans se salir les mains. Madame Delacroix commença à sélectionner personnellement les médecins, changea la clinique où Élodie voulait faire ses examens, et annonça que pour des raisons de sécurité, tous les soins prénataux seraient strictement gérés au sein du réseau Delacroix, où la qualité était garantie. C'était une phrase qui semblait généreuse, mais le temps allait bientôt révéler sa véritable signification. Julien, fortement occupé par l'expansion d'une nouvelle branche médicale technologique à Lyon, accepta ces décisions avec soulagement, croyant que sa mère voulait simplement l'aider. Élodie, bien que mal à l'aise, céda pour éviter les disputes pendant une période qu'elle voulait se rappeler comme la plus belle de sa vie. Elle n'imaginait pas que son désir même de paix serait exploité pour tisser le piège. Un après-midi de mai, après être rentrée plus tôt que prévu au domaine familial en Île-de-France, Élodie entendit accidentellement une conversation dans la bibliothèque entre Madame Delacroix et Maître Antoine Dubois. Bien qu'elle n'en ait saisi que des fragments, une phrase resta vibrante dans sa mémoire comme une sonnette d'alarme. Si cette fille découvre qui était vraiment son père, nous ne perdrons pas seulement des actions, nous perdrons tout. Élodie n'entra pas dans la pièce parce que son instinct lui hurlait de faire comme si elle n'avait rien entendu. Mais à partir de ce jour, elle commença à ressentir un poids différent dans les attentions de sa belle-mère, une ombre ancienne qu'elle ne comprenait pas, qui semblait totalement étrangère à son mariage, se connectant plutôt à quelque chose d'avant Julien. Quelque chose d'avant même sa propre naissance. Lorsqu'elle posa discrètement des questions sur le commentaire, Madame Delacroix sourit avec une politesse glaciale et dit que dans les familles puissantes, il y a toujours des rumeurs ridicules. Élodie avait grandi avec des lacunes douloureuses dans son histoire. Élevée uniquement par sa mère, Sylvie Duval, une couturière tranquille qui ne parlait jamais beaucoup du passé. Avant de mourir, Sylvie lui avait seulement dit de ne jamais laisser une personne riche décider de la valeur de sa dignité. Élodie n'avait jamais connu son père, n'avait jamais reçu d'explication complète, et ne gardait qu'un seul objet de son enfance, une chaîne avec un ancien pendentif que sa mère l'avait supplié de toujours garder en sécurité, même si elle n'en comprenait pas le sens. C'est pourquoi la phrase entendue dans la bibliothèque remua un vide qu'elle avait gardé dormant pendant des années, même si elle n'était pas encore prête à le relier à l'hostilité croissante de Madame Delacroix. Ni à la façon dont certains cadres de l'entreprise la regardaient soudain avec un étrange mélange de respect inquiet et de peur. Le coup décisif commença à prendre forme le jour où Madame Delacroix annonça, presque comme une recommandation médicale de routine, qu'un test génétique prénatal serait effectué pour écarter toute anomalie héréditaire. Julien, épuisé par la pression corporative, n'y vit aucun problème.
Élodie signa les formulaires de consentement, pensant uniquement à la santé du bébé, faisant confiance au système que la propre famille de son mari gérait, tandis qu'une technicienne de laboratoire amical nommée Clara Leroy prélevait ses échantillons avec des mains attentives. Cela semblait être une procédure standard, mais quelques jours plus tard, Élodie remarqua un changement soudain. Les appels téléphoniques se terminaient brusquement quand elle entrait dans une pièce. Les réunions privées entre Madame Delacroix et Maître Dubois se multipliaient, et les silences de Julien devenaient de plus en plus distants, comme si une terrible nouvelle s'était logée dans sa poitrine. Et il préférait la souffrir seul plutôt que de demander la vérité à sa femme. La première fissure visible de leur mariage s'ouvrit lors d'un dîner où Julien toucha à peine sa nourriture et répondit par monosyllabes à tout ce qu'Élodie disait. Quand ils furent enfin seuls, il lui demanda avec une froideur inhabituelle si elle avait quelque chose à avouer avant qu'il ne soit trop tard. La question était si absurde, si éloignée de la profonde confiance sur laquelle ils avaient bâti leur vie, qu'Élodie sentit le sol s'incliner sous ses pieds. Elle nia calmement, demanda des explications et voulut savoir de quoi il l'accusait. Mais Julien se contenta de dire qu'il aurait bientôt des preuves, et qu'il espérait ne pas découvrir qu'il était aussi naïf que tout le monde l'avait toujours averti. C'étaient des mots empoisonnés qui ressemblaient beaucoup trop à Madame Delacroix pour lui appartenir réellement. Après cette nuit-là, la maison cessa d'être un foyer et commença à ressembler à une scène de théâtre où tout le monde connaissait le script sauf Élodie. Certains employés évitaient son regard. D'autres la plaignaient en silence. Et Madame Delacroix devint poliment insupportable, lui envoyant des tisanes, des rappels médicaux et des sourires tendus, tout en organisant des dîners privés avec de potentiels alliés du conseil d'administration. Julien dormait de plus en plus souvent dans son bureau à domicile, disparaissant avec des excuses vagues. Chaque fois qu'Élodie essayait de l'approcher, elle se heurtait à un mur de fierté blessée qui n'osait même pas exprimer sa suspicion à voix haute. Elle lui écrivit des SMS, laissa des notes, lui demanda de venir avec elle à un examen indépendant et suggéra de répéter n'importe quel test dans une clinique externe. Il refusa, comme si terrifié que la vérité ne démantèle pas seulement le mensonge qu'on lui avait fait croire, mais aussi le confort de continuer à obéir à sa mère. La confirmation que quelque chose avait été truqué arriva de la manière la plus insignifiante et donc la plus troublante. En examinant par hasard certains documents de rendez-vous prénataux, Élodie remarqua un numéro de référence de laboratoire qui ne correspondait pas au code barre imprimé sur un bracelet d'hôpital qu'elle avait conservé de la prise de sang initiale. C'était un détail microscopique que n'importe qui d'autre aurait pu négliger, mais il alluma en elle une intuition féroce. Elle garda le bracelet, prit des photos et tenta de contacter discrètement Clara, la technicienne qui l'avait assistée, ne sachant pas encore si elle était face à une erreur administrative ou à une opération précisément conçue. Ce qu'elle savait, c'est que personne n'agit avec une telle violence pour forcer un divorce s'il ne cherche qu'à effacer une disgrâce romantique, et que l'obsession maladive de Madame Delacroix pour le bébé cachait un motif bien plus dangereux que la simple jalousie familiale. La veille de cette nuit orageuse à l'hôpital, Élodie tenta une dernière fois de sauver son mariage. Elle entra dans le bureau de Julien, tenant la dernière échographie, prête à lui rappeler l'homme qui avait pleuré de joie en entendant les battements de cœur de son fils. Elle le trouva, cependant, assis devant un dossier ouvert, le visage durci par une douleur qui s'était entièrement transformée en paranoïa. Avant qu'elle ne puisse parler, il laissa tomber sur le bureau un rapport scellé indiquant que la probabilité de sa paternité était nulle. Élodie nia avec une fermeté qui aurait suffi à quiconque voulait la croire, mais pas à un homme trop habitué à laisser les autres décider quelle version du monde était la plus commode pour lui. Cet argument se termina non par un cri, mais par quelque chose de pire, un ordre de quitter la chambre principale et d'attendre les instructions de l'avocat de la famille. Quelques heures plus tard, les premières contractions commencèrent, provoquées par le stress, la panique pure et une solitude qui ressemblait déjà à une maladie. Madame Delacroix insista pour qu'Élodie soit immédiatement admise à l'hôpital général Delacroix, affirmant que seule là, elle pourrait recevoir les meilleurs soins possibles. Bien qu'Élodie ait essayé de refuser, la douleur lui ôta la force de riposter. Et nous sommes revenus à cette nuit orageuse, à la suite présidentielle transformée en chambre d'exécution morale, au stylo argenté attendant sa signature, et à cette question suspendue dans l'air comme une lame, si l'enfant n'était pas un Delacroix. Pourquoi tout le monde essayait-il désespérément de le garder? Une question à laquelle personne ne répondit,
car au fond, ils étaient tous terrifiés par l'arrivée d'une vérité enfouie depuis des années. Une vérité qui était déjà en route sans qu'aucun d'eux ne puisse l'arrêter. Juste avant que Maître Dubois ne repousse le dossier vers la main tremblante d'Élodie, le téléphone portable de Madame Delacroix vibra agressivement sur la table. Elle fronça les sourcils, lut le message et, pour la première fois de la nuit, toute couleur s'échappa de son visage. Elle se ressaisit en quelques secondes et repoussa le téléphone d'un geste brusque. Élodie ne put pas voir l'écran, mais elle sentit nettement un changement dans l'atmosphère de la pièce, une tension différente, beaucoup plus profonde que la simple cruauté du chantage, comme si quelqu'un venait de franchir une limite imprévue. Madame Delacroix s'approcha encore plus du lit et lui chuchota de signer les papiers une bonne fois pour toutes si elle ne voulait pas que certaines personnes se présentent pour lui rendre la vie encore plus compliquée. Cette menace, au lieu de briser Élodie, réveilla en elle une étrange certitude. Il manquait une pièce au puzzle, cachée derrière son histoire. Une pièce que sa belle-mère craignait encore plus qu'un scandale public. Dans le couloir, un ascenseur à accès restreint venait de s'ouvrir en carillonnant pour laisser sortir plusieurs hommes en costume sombre et une figure grande et mûre d'une présence indéniable dont le nom même faisait plier les sénateurs. Les banquiers et les directeurs d'hôpitaux à travers la France. Personne dans la pièce ne le savait encore clairement, mais cette arrivée était sur le point de faire voler en éclats le récit officiel des Delacroix et de transformer la femme humiliée dans le lit en l'épicentre d'une vérité impossible à garder enfouie. Épuisée, la main posée sur son ventre et la signature encore en suspens, Élodie n'aurait jamais pu imaginer que la nuit même où il tentait de lui voler son fils, une pièce perdue de sa propre lignée commencerait à lui revenir. Une qu'il avait cherchée bien trop longtemps au milieu de mensonges soigneusement semés. 3 semaines avant cette nuit à l'hôpital, Julien reçut l'appel téléphonique qui allait diviser sa vie en 2 moitiés irréconciliables. Il était en réunion avec les directeurs financiers du groupe Delacroix lorsque Madame Delacroix exigea qu'il monte immédiatement à son bureau privé d'entreprise. En entrant, il trouva un rapport scellé sur le bureau, un verre de bourbon intact et Maître Antoine Dubois regardant par la fenêtre avec une gravité étudiée. Sa mère ne le laissa même pas s'asseoir avant de lui dire que le test ADN prénatal avait révélé une incompatibilité génétique absolue entre lui et le bébé. Julien sentit l'air quitter la pièce, non pas parce qu'il faisait entièrement confiance au papier, mais parce que Madame Delacroix avait délivré la nouvelle avec la certitude absolue de quelqu'un qui avait passé des années à attendre le moment exact pour détruire une confiance qu'elle avait toujours considérée comme dangereuse. Julien lut le document à plusieurs reprises, cherchant une erreur dans les pourcentages, une note de bas de page discutable, ou tout détail qui lui permettrait de rejeter ce qu'il voyait. Mais Maître Dubois expliqua que l'échantillon avait été traité dans 2 laboratoires internes distincts et que les 2 résultats concordaient. Madame Delacroix ajouta qu'elle avait gardé l'affaire totalement secrète pour le protéger du scandale et elle lui rappela avec une fausse compassion qu'Élodie avait passé de nombreux après-midi hors de la maison pendant son premier trimestre. Rencontrant des organisations sociales et d'anciens collègues. C'était une observation innocente en surface que Julien transforma immédiatement en suspicion. Il rentra au domaine cette nuit-là, prêt à exiger des réponses. Mais lorsqu'il vit Élodie endormie, la main posée sur son ventre, il ne put trouver le courage de la réveiller. Il choisit d'enfermer le rapport dans son bureau, où la méfiance commença à se développer en silence. La vérité réelle était bien différente. Dans le sous-sol de l'hôpital, 2 jours avant cette réunion, le directeur du laboratoire avait reçu une visite de Madame Delacroix et Maître Dubois bien après les heures normales de travail. L'homme, le docteur François Moreau, tenta d'expliquer qu'altérer un test de paternité était un crime fédéral massif et que le logiciel enregistrait automatiquement chaque modification. Mais Madame Delacroix posa simplement un dossier sur son bureau contenant des photos de sa fille quittant une clinique de désintoxication, des dossiers de ses dettes personnelles écrasantes, et des documents prouvant qu'il avait commis plusieurs petits détournements de fonds hospitaliers au fil des ans. Elle n'eut même pas besoin de le menacer directement. Elle lui dit simplement que les erreurs passées pourraient être ignorées s'il coopérait. Alors qu'un manque de loyauté forcerait le réseau hospitalier à protéger sa réputation, François comprit pleinement que sa carrière, sa liberté et la vie de sa famille dépendaient de son obéissance.
L'échantillon de sang original d'Élodie avait été étiqueté avec un code barre alphanumérique se terminant par 719, tandis que le document remis à Julien montrait une référence se terminant par 971, une minuscule inversion conçue pour ressembler à une simple erreur administrative. Clara Leroy, la technicienne chargée de traiter le matériel biologique, remarqua la divergence lorsque le logiciel lui demanda de valider un fichier qui ne correspondait pas à la patiente. Lorsqu'elle interrogea le docteur Moreau à ce sujet, elle reçut une réprimande sévère. Il lui dit de se déconnecter, d'oublier ce qu'elle avait vu et de continuer son service. Clara fit semblant d'obtempérer, mais elle griffonna les 2 codes sur un morceau de papier et le cacha dans son casier. Elle avait passé 9 ans à manipuler des échantillons prénataux et savait parfaitement qu'aucune personne autorisée n'échangeait des identifiants sans laisser de traces écrites officielles, surtout lorsqu'il s'agissait de la femme enceinte du PDG du groupe d'entreprise. Pendant ce temps, Madame Delacroix commença à orchestrer l'isolement d'Élodie avec une précision quasi invisible. Elle demanda au personnel de maison de consigner les allées et venues d'Élodie, surveilla étroitement les caméras de sécurité du domaine et ordonna que des limites soient imposées aux cartes de crédit liées au compte commun, prétextant un prétendu audit financier familial. Puis elle fit envoyer à Julien des photos montrant Élodie discutant avec un avocat plus âgé dans un café, omettant commodément le fait qu'il s'agissait d'un ancien collègue de la mère d'Élodie, que celle-ci avait retrouvé pour lui poser des questions sur des lettres adressées à un homme nommé Monsieur Alexandre Beaumont. L'image fut plus que suffisante pour alimenter l'imagination d'un homme blessé. Lorsque Julien demanda qui était l'étranger, Madame Delacroix répondit qu'elle ne voulait accuser personne sans preuve irréfutable, une phrase parfaitement calculée pour paraître prudente tout en semant la graine exacte du doute qu'elle voulait faire germer. Élodie remarqua le changement chez son mari bien avant d'en comprendre la cause. Julien cessa de lui toucher le ventre. Quand il rentrait à la maison, il détournait le regard lors des mises à jour d'échographie et répondait avec pure irritation à toute question sur l'avenir du bébé. Un après-midi, alors qu'il choisissait les couleurs de peinture pour la chambre d'enfant, il claqua violemment le catalogue et lui demanda depuis quand elle gardait des secrets avec des hommes que sa famille ne connaissait pas. Élodie, prise complètement au dépourvu, expliqua qu'elle avait parlé à un avocat au sujet des anciens documents de sa défunte mère. Mais Julien interpréta son malaise comme une pure culpabilité. Au lieu de lui montrer le rapport du laboratoire, il quitta la pièce en trombe et appela Madame Delacroix, qui lui conseilla de ne pas révéler ce qu'il savait pour le moment, l'assurant qu'une femme acculée faisait toujours des erreurs quand elle croyait son mensonge encore bien caché. Les jours suivants, Élodie chercha désespérément une explication logique à son hostilité, rejouant chaque conversation, chaque absence et chaque conflit mineur de leur mariage. Elle pensa que Julien craquait sous la pression corporative, que la réalité de la naissance le terrifiait, ou que Madame Delacroix orchestrait une autre crise pour resserrer son emprise. Mais aucune hypothèse ne justifiait le dégoût croissant avec lequel il la regardait. Elle finit par trouver le rapport de paternité dans un tiroir mal fermé de son bureau à domicile. En le lisant, elle ressentit d'abord une pure indignation, puis la terreur, et enfin une clarté féroce et absolue. Elle savait avec une certitude absolue que Julien était le père et que le test avait été falsifié. Elle ne pleura pas immédiatement. Au lieu de cela, elle photographia chaque page, nota la date d'émission et compara le code de référence avec le bracelet d'hôpital qu'elle avait conservé de la prise de sang originale. Elle découvrit la divergence numérique qui deviendrait plus tard la première fissure massive de la tromperie. Lorsqu'elle confronta Julien, il fut absolument incapable d'écouter. Élodie plaça les 2 numéros de référence sur la table et souligna qu'ils ne correspondaient pas, mais il rétorqua que c'était probablement juste un code de facturation interne, l'accusant de s'accrocher à des détails techniques pour éviter la vérité. Elle proposa de répéter le test dans une clinique indépendante cet après-midi-là même. Le refus de Julien fut instantané, car Madame Delacroix l'avait déjà averti qu'Élodie essaierait de trafiquer un 2e échantillon. Plus la demande de sa femme était raisonnable, plus elle semblait suspecte dans le récit tordu que sa mère avait construit. À cet instant précis, Élodie réalisa qu'elle ne luttait pas contre une feuille de papier de laboratoire, mais contre des décennies de conditionnement émotionnel qui avaient appris à Julien à faire confiance à la peur de sa famille avant de faire confiance à la femme avec qui il partageait sa vie. La rupture finale devint violemment publique lors d'un déjeuner du conseil d'administration à la résidence principale des Delacroix.
Madame Delacroix invita délibérément plusieurs partenaires corporatifs et Sophie Bernard, l'ex-petite amie de Julien, qui était maintenant directrice d'une clinique privée associée au réseau. Élodie arriva sans se douter qu'une embuscade sociale avait été tendue. Dès la première seconde, elle remarqua comment Sophie occupait le siège juste à côté de son mari, discutant de l'avenir de l'entreprise et recevant de Madame Delacroix un niveau de familiarité qui ressemblait à une provocation directe. Lorsqu'Élodie demanda pourquoi personne ne l'avait informée de la réunion, Madame Delacroix répondit à voix haute devant tout le monde que certaines discussions familiales devaient être réservées aux personnes dont la loyauté était au-delà de tout doute. Même si personne ne mentionna explicitement la grossesse, les regards des invités suffirent à transformer la phrase en une exécution publique. Julien ne défendit pas sa femme, et son silence blessa infiniment plus que la cruauté de Madame Delacroix. Élodie quitta la salle à manger avant la fin du repas, mais Sophie la suivit dans le couloir. Avec une fausse douceur, Sophie lui conseilla de penser à la santé du bébé et d'éviter de faire la guerre à une famille ayant suffisamment de ressources pour prouver absolument n'importe quoi devant un tribunal. La menace était soigneusement masquée, mais Élodie comprit que Sophie connaissait une partie du plan, même si elle ignorait sa véritable et terrifiante ampleur. De retour à la maison, Élodie commença à rassembler frénétiquement des documents personnels, des dossiers médicaux, des SMS de Julien datant de la conception, et toute preuve susceptible de la protéger. Elle savait qu'une femme enceinte sans accès à l'argent ou à des alliés pouvait facilement être dépeinte comme mentalement instable, surtout lorsque l'hôpital, les médecins et les avocats appartenaient tous à la même famille qui tentait de la faire taire. Sa seule véritable chance semblait reposer sur Clara, dont le nom figurait sur le registre original de la prise de sang. Élodie l'appela depuis un téléphone anonyme et la supplia de la rencontrer en dehors de l'hôpital, mais la technicienne esquiva la demande, terrifiée que ses communications soient surveillées. C'est alors qu'Élodie mentionna spécifiquement la différence entre les codes barres 719 et 971. Un long et lourd silence s'étendit sur la ligne, suivi d'une respiration saccadée. Clara accepta finalement de la rencontrer dans un petit café près de la gare Montparnasse. Elle arriva 20 minutes en retard, vêtue de vêtements de ville, jetant constamment des coups d'œil à la porte. Avant même de s'asseoir, elle avertit Élodie qu'elle ne pouvait pas rester longtemps car, depuis le matin précédent, son accès à certains fichiers restreints avait été révoqué, et le docteur Moreau avait spécifiquement demandé si quelqu'un l'avait contacté. Clara expliqua que l'échantillon authentique avait bien été traité, selon les données brutes préliminaires, il n'y avait aucune incompatibilité avec Julien. Mais avant qu'elle ne puisse télécharger le rapport finalisé, un superviseur l'avait à distance déconnecté de la session et avait échangé le fichier. Elle confessa également avoir vu maître Antoine Dubois, l'avocat d'entreprise, sortir du laboratoire cette nuit-là, chose tout à fait anormale. Et que les serveurs de l'hôpital conservaient un journal d'audit automatique des modifications de fichiers que les utilisateurs réguliers ne pouvaient pas voir. Élodie la supplia d'obtenir une copie, mais Clara était terrifiée de perdre son emploi et de mettre en danger son jeune frère, qui suivait des études de médecine grâce à une bourse complète du réseau de la Croix. Elle promit seulement d'essayer de trouver un moyen sûr de l'obtenir. Malgré tout, elle remit à Élodie le morceau de papier sur lequel étaient écrits les codes non concordants et lui conseilla vivement de ne jamais retourner seule à l'hôpital général de la Croix. À peine 2 jours plus tard, Clara fut suspendue pour négligence présumée impliquant un autre patient, et son frère reçut un avis officiel, indiquant que sa bourse était en cours d'examen pour irrégularités administratives. La technicienne comprit le message de style mafieux. Elle appela Élodie en pleurs, la suppliant de ne plus jamais la contacter. Mais avant de raccrocher, elle réussit à chuchoter que le rapport authentique existait toujours sur un serveur de sauvegarde sécurisé hors site. Ce seul indice confirma que Madame Delacroix n'avait pas seulement manipulé un test, elle était prête à détruire complètement quiconque pourrait le prouver. Élodie décida de chercher l'avocat qu'elle avait trouvé grâce aux vieilles lettres de sa mère. Son nom était avocat Marc Lavoisier. Il avait passé des décennies à représenter des actionnaires minoritaires dans des luttes brutales contre le réseau de la Croix. Lorsqu'il entendit le nom de Monsieur Alexandre Beaumont, son expression changea complètement, comme si la porte d'un coffre-fort rouillé venait de s'ouvrir. Marc refusa de parler dans son bureau.
Il la conduisit dans un parc tranquille au bord de la Seine, où il lui expliqua que M. Alexandre Beaumont avait été l'un des entrepreneurs en biotechnologie les plus brillants et influents de l'Île-de-France avant de disparaître temporairement de France lors d'une vaste enquête financière fédérale. Selon des rumeurs qui n'ont jamais été pleinement prouvées, plusieurs de ses plus proches associés profitèrent de son absence pour s'emparer illégalement de ses brevets, sociétés écrans et propriétés intellectuelles. Le principal d'entre eux était M. Philippe Delacroix, le père de Julien. Élodie sentit les mots qu'elle avait entendus dans la bibliothèque prendre soudain un sens terrifiant. Mais Marc évita de tirer des conclusions hâtives sans preuve solide et lui demanda de lui montrer le pendentif qu'elle portait autour du cou. Lorsqu'elle le lui montra, l'avocat reconnut instantanément l'emblème de l'ancienne fondation Beaumont. Il lui dit que l'objet n'était pas un bijou standard, mais une pièce personnalisée donnée exclusivement aux membres directs de la famille Beaumont. Élodie se précipita vers le petit appartement où elle avait vécu avec sa mère. Pendant des heures, elle fouilla dans des boîtes poussiéreuses, des photographies non datées et de vieux vêtements conservés par peur de laisser le passé s'échapper. Finalement, elle trouva un double fond à l'intérieur d'une vieille boîte à couture en bois, protégée par une minuscule serrure qui s'ouvrit lorsqu'elle y pressa le symbole du pendentif. À l'intérieur se trouvaient des lettres jaunies adressées à M. Alexandre Beaumont, des copies de virements bancaires, une photographie de sa mère à côté d'un jeune homme, et un acte de naissance incomplet où l'espace réservé au nom du père avait été effacé à l'encre noire. Dans plusieurs des lettres, Sylvie écrivait au sujet de menaces de la part d'hommes surveillant leur appartement et d'une promesse de revenir vers lui lorsque les choses seraient sûres. Mais aucune des lettres n'avait jamais été postée, comme si quelqu'un avait physiquement empêché la vérité de franchir la distance. Parmi les documents, Élodie trouva également une note récente écrite quelques mois seulement avant la mort de sa mère. Dans celle-ci, Sylvie avertissait que la famille Delacroix pourrait un jour la reconnaître à cause du collier et la suppliait de se méfier profondément de toute tentative de leur part de contrôler son identité ou celle de ses futurs enfants. Élodie lut cette phrase encore et encore tandis que le bébé donnait des coups de pied dans son ventre. Pour la toute première fois, elle comprit que l'attaque contre elle n'avait pas commencé avec la grossesse, ni avec le test ADN falsifié, mais bien avant qu'elle ne rencontre Julien. Les Delacroix n'étaient pas seulement terrifiés à l'idée de perdre des parts de vote à cause d'un nouveau petit-fils. Ils étaient terrifiés que la fille de M. Alexandre Beaumont découvre qui elle était et réclame légalement l'empire qu'ils avaient bâti sur une ancienne trahison sanglante. L'isoler, détruire sa crédibilité et lui voler son bébé n'étaient que des pièces d'une stratégie de guerre beaucoup plus vaste et beaucoup plus ancienne. Pendant qu'Élodie rassemblait des preuves, Madame Delacroix accélérait l'exécution légale. Maître Dubois rédigea un accord de séparation qui contenait une contradiction flagrante. Il reconnaissait formellement que le bébé serait protégé en tant qu'héritier potentiel de Julien, même s'ils affirmaient publiquement qu'il n'y avait aucun lien biologique. Cette contradiction était enfouie dans un appendice dense et rempli de jargon juridique d'entreprise qu'Élodie découvrit lors d'une nuit de lecture sans sommeil. Le document accordait au groupe Delacroix le droit d'exiger la garde complète immédiate si la mère était jugée émotionnellement inapte. Pour préparer cette accusation exacte, ils avaient déjà commencé à consigner ses crises d'anxiété, ses appels frénétiques à l'hôpital et ses disputes avec Julien comme preuve juridiquement contraignante d'instabilité mentale. Sophie Bernard avait même inséré une note clinique dans le dossier d'Élodie recommandant une observation psychiatrique sans l'avoir jamais formellement évaluée, prouvant jusqu'où ils étaient prêts à aller pour transformer le chagrin d'une femme trahie en arme pour leurs propres intérêts. L'ultime confrontation eut lieu lorsqu'Élodie jeta l'appendice au visage de Julien et exigea de savoir pourquoi sa famille appelait le bébé un héritier Delacroix dans un contrat juridique privé tout en l'accusant simultanément d'être le bâtard d'un autre homme. Julien lut la clause avec une confusion visible et lourde. Mais Madame Delacroix apparut avant qu'il ne puisse parler, affirmant en douceur qu'il s'agissait simplement d'un langage préventif standard rédigé par les avocats pour couvrir toutes les responsabilités extrêmes. Elle pivota ensuite, accusant Élodie de voler des documents hautement confidentiels et de transformer sa grossesse en arme pour les extorquer. Pendant la dispute hurlante, Julien vit une terreur authentique et non filtrée sur le visage de sa mère pendant une fraction de seconde, une expression qui ne correspondait pas à un simple conflit conjugal. Mais au lieu de suivre son instinct, il laissa Madame Delacroix l'entraîner hors de la pièce, laissant Élodie complètement seule, armée seulement de la certitude que son mari pouvait encore reconnaître le mensonge, même s'il allait être trop tard. La même nuit,
Clara réussit à pirater le serveur de sauvegarde hors site et téléchargea une capture d'écran partielle du véritable résultat de laboratoire avant que le système ne la verrouille automatiquement. Le fichier montrait clairement une correspondance génétique parfaitement compatible avec la paternité de Julien, mais il manquait la signature numérique cryptée finale, ce qui signifiait qu'ils avaient besoin du journal d'audit complet non expurgé pour le présenter à un juge. Clara envoya l'image à Élodie via un compte anonyme crypté, puis brisa littéralement son téléphone en morceaux. Ignorant que les caméras de sécurité de l'hôpital avaient déjà signalé les mouvements de Clara, Élodie imprima la capture d'écran, la cacha avec les vieilles lettres de sa mère et appela avocat Marc Lavoisier pour organiser un dépôt d'urgence auprès du procureur. Mais avant même qu'elle ne puisse sortir de la porte de son appartement, elle ressentit une douleur atroce et aveuglante qui la força à se pencher sur la table de la cuisine, suivie d'une contraction si violente qu'elle ne put reprendre son souffle. L'ambulance arriva en moins de 8 minutes, beaucoup trop vite pour un appel aux urgences qu'elle n'avait jamais réellement fait. Les ambulanciers portaient des uniformes de l'hôpital général de la Croix et affirmèrent avoir reçu une alerte de détresse automatisée de son application de surveillance prénatale, même si Élodie n'avait jamais autorisé cette fonction de suivi. Elle cria, exigeant qu'il la conduise à l'hôpital Pitié-Salpêtrière ou littéralement à n'importe quel autre hôpital. Mais la douleur s'intensifia, et l'un des ambulanciers la prévint sévèrement que le rythme cardiaque du bébé baissait, la forçant à choisir entre sa paranoïa et la vie de son fils. Pendant le trajet chaotique, elle fouilla dans son sac pour l'enveloppe contenant l'épreuve et réalisa qu'elle avait disparu. À travers le voile de la douleur, elle vit l'un des ambulanciers taper discrètement un message sur son téléphone. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, les lourdes portes se refermèrent derrière elle. Madame Delacroix l'attendait dans le couloir avec Maître Dubois, tenant un dossier bleu marine, rayonnant de la sérénité terrifiante de quelqu'un qui croyait avoir repris le contrôle absolu. Quand Élodie se réveilla quelques heures plus tard, son téléphone portable, les vieilles lettres et la capture d'écran du vrai test avaient tous disparu. Une infirmière l'informa qu'on lui avait administré de fortes doses de médicaments pour arrêter le travail prématuré et qu'elle devait rester sous stricte observation, mais l'infirmière esquiva complètement la question de savoir qui avait autorisé les médicaments. Julien entra peu après, le visage complètement dévasté, flanqué de Madame Delacroix et Maître Dubois. Ils placèrent l'accord final de divorce et de renonciation à la garde directement sur sa table de chevet. Élodie comprit alors qu'il l'avait amenée au seul endroit de la ville où chaque porte, chaque médecin et chaque mot pouvaient être contrôlés par ses ennemis. Mais elle se rappela aussi que Clara avait encore une part de la vérité, et qu'avocat Marc Lavoisier connaissait maintenant le nom de Monsieur Alexandre Beaumont. Alors elle prit le stylo argenté, le faisant flotter sans signer, et leva les yeux, résolue à temporiser juste assez longtemps pour que quelqu'un quelque part brise le siège. Élodie resta complètement immobile, le stylo reposant entre ses doigts, feignant de lire les clauses juridiques denses alors qu'elle essayait d'organiser les pièces éparpillées du piège dans son esprit. Elle savait qu'elle ne pouvait pas signer, mais elle comprit aussi qu'un refus catégorique donnerait à Madame Delacroix les munitions pour la déclarer femme irrationnelle, hystérique, mettant en danger son enfant à naître. Elle demanda donc plus de temps pour examiner chaque page, affirmant que les médicaments intraveineux rendaient impossible le traitement du jargon juridique. Maître Dubois protesta immédiatement, mais Julien, toujours profondément ébranlé par la contradiction flagrante qu'il avait lue plus tôt dans le contrat, accepta de lui accorder 1 heure. Quand ils sortirent tous de la pièce, Élodie fut laissée seule, fixant la porte fermée, écoutant les lourdes bottes des gardes de sécurité privés qui arpentaient le couloir. C'est alors qu'elle découvrit quelque chose plié sous son plateau de dîner intact. C'était une minuscule note griffonnée par Clara, lui disant de ne faire absolument confiance à aucun rapport de laboratoire que l'hôpital lui remettrait et confirmant qu'avocat Marc Lavoisier avait déjà reçu une copie partielle du vrai résultat. La note n'expliquait pas comment la technicienne avait réussi à se faufiler dans la suite présidentielle fortement gardée, mais elle fut suffisante pour injecter à Élodie une petite dose de la force combative que la famille Delacroix essayait de lui faire perdre. Elle fourra le papier profondément dans sa tête d'oreiller et fixa le moniteur fœtal lumineux, promettant silencieusement qu'elle ne laisserait jamais personne transformer son fils en une option boursière corporative. Pendant ce temps, plusieurs étages plus bas, Clara se cachait dans un placard de fournitures chirurgicales. Pleinement consciente que la sécurité interne balayait chaque couloir à sa recherche,
elle s'était faufilée dans le bâtiment en utilisant la carte clé désactivée d'un ancien collègue. Après sa suspension, elle réalisa que garder le silence ne sauverait pas la carrière médicale de son frère. Cela ne ferait que donner à Madame Delacroix le temps d'incinérer toutes les preuves. Juste avant que la sécurité ne verrouille son ancien terminal, elle réussit à vider les journaux de modification de l'arrière-plan du laboratoire sur une clé USB. Les journaux montraient clairement les horodatages exacts, les mots de passe administratifs utilisés et la trace d'autorisation IP directe menant tout droit à la suite exécutive du PDG. Avocat Marc Lavoisier reçut les fichiers cryptés dans un café bondé près de la gare Saint-Lazare et les analysa sur un ordinateur portable isolé du réseau. Les journaux prouvaient hors de tout doute que le résultat ADN original avait été manuellement écrasé moins de 40 minutes après sa validation scientifique. Mais le détail le plus accablant était que l'identifiant de l'utilisateur appartenait au docteur François Moreau, qui s'était connecté depuis un terminal physiquement situé dans la direction exécutive. Marc savait que c'était suffisant pour déclencher une enquête massive du procureur fédéral. Mais il savait aussi qu'un journal numérique sans chaîne de garde appropriée ou témoignage sous serment de la personne responsable serait mis en pièces par l'armée d'avocats d'entreprise des Delacroix. Ils avaient désespérément besoin que le docteur Moreau se retourne. Ils avaient besoin du fichier original certifié et ils avaient besoin d'une injonction fédérale d'urgence pour empêcher l'hôpital d'effacer ses serveurs. Accomplir tout cela avant qu'Élodie ne soit forcée de signer les papiers semblait fonctionnellement impossible. Il fit donc un pari massif, follement dangereux. Il décida de contacter le seul homme dont le nom avait réussi à faire pâlir Madame Delacroix pendant des décennies, Monsieur Alexandre Beaumont. Marc gardait toujours un numéro de téléphone privé offshore qu'il avait reçu il y a des années d'un ancien associé de Monsieur Alexandre, bien qu'il ne l'ait jamais utilisé. Lorsque l'appel fut connecté, il ne parla pas de procès, ne demanda pas d'argent et ne parla pas de brevets biotechnologiques volés. Il mentionna seulement une jeune femme nommée Élodie Duval et un pendentif personnalisé portant le blason de la famille Beaumont. À l'autre bout du fil, le silence s'étira si longtemps que Marc pensa que l'appel avait été interrompu. Finalement, une voix rauque et autoritaire demanda l'âge exact d'Élodie, le nom complet de sa mère et la ville où elle était née. Chaque réponse semblait frapper le milliardaire avec la force physique d'une révélation redoutée. Pendant près de 30 ans, Monsieur Alexandre avait cherché sans relâche une fille qu'on lui avait dit être morte quelques heures après sa naissance. Il exigea de voir les vieilles lettres de Sylvie, la photographie et l'acte de naissance fortement censurés. Moins d'une heure plus tard, un SUV aux vitres teintées vin cherchait Marc pour le conduire au domaine fortement fortifié de Monsieur Alexandre à Chambourcy, en Île-de-France. La maison de Monsieur Alexandre ne ressemblait pas à la richesse bruyante et ostentatoire des Delacroix. Elle était vaste et d'une élégance classique, mais elle ressemblait à un musée de la douleur, rempli de bibliothèques, de photos anciennes et d'objets conservés avec une tristesse que l'argent infini n'avait jamais pu guérir. Sur son immense bureau en acajou se trouvait une photo de Sylvie prise à Bordeaux lorsqu'ils étaient tous deux jeunes, la même photographie exacte qu'Élodie avait trouvée dans la boîte à couture. Juste à côté reposait un bracelet d'argent pour nourrisson, jamais porté, avec une minuscule plaque gravée du nom Élodie. Monsieur Alexandre écouta en silence absolu tandis que Marc détaillait le mariage, la grossesse, le test de paternité falsifié et la situation d'otage actuelle visant à lui retirer la garde. Mais lorsqu'il entendit que Madame Delacroix commandait personnellement la torture psychologique, il frappa son poing sur le bureau avec une rage contenue et terrifiante. Il confessa que Madame Delacroix n'essayait pas de protéger un nom de famille. Elle essayait d'effacer pour la deuxième fois la fille que sa famille avait déjà fait disparaître une fois. Monsieur Alexandre expliqua qu'il avait rencontré Sylvie alors qu'elle travaillait comme conceptrice technique dans une start-up biomédicale à Bordeaux, aidant à développer des textiles synthétiques pour les prothèses chirurgicales. Ils tombèrent profondément amoureux loin des projecteurs de l'entreprise et gardèrent la relation totalement secrète, principalement parce que le père de Monsieur Alexandre essayait agressivement de le forcer à épouser l'héritière d'un vaste conglomérat industriel. Mais Monsieur Alexandre décida de rompre les liens avec l'argent de sa famille et de revendiquer publiquement l'enfant qu'ils attendaient. Avant qu'il ne puisse agir, il fut accusé de fraude bancaire massive à l'aide de documents brillamment fabriqués.
il fut contraint de fuir en Suisse pour débloquer ses comptes et préparer sa défense légale, laissant temporairement la gestion de plusieurs brevets révolutionnaires aux mains de son plus proche conseiller, M. Philippe Delacroix, le père de Julien. Bloqué à Genève, il reçut un appel téléphonique de Madame Delacroix, alors jeune épouse de Philippe, l'informant que Sylvie avait subi des complications catastrophiques, que la petite fille était mort-née, et qu'une Sylvie dévastée ne voulait plus jamais le revoir. Le mensonge était étayé par de faux certificats médicaux, des signatures officielles et des photographies d'une petite tombe que M. Alexandre visita des années plus tard, ignorant complètement qu'un autre enfant y était enterré. Quand il eut enfin blanchi son nom auprès du ministère de la Justice et revint en France, Sylvie avait disparu dans la nature. Chaque détective privé qu'il engagea se heurta à la même impasse. La femme avait quitté Bordeaux et était censée être morte peu après, ne laissant aucun parent connu. En réalité, Philippe et Madame Delacroix avaient acculé Sylvie, la menaçant de l'accuser de complicité dans l'affaire de fraude fédérale et promettant de faire retirer définitivement son enfant par l'État si elle tentait jamais de contacter M. Alexandre. Ils la forcèrent à changer de nom, à déménager à travers le pays jusqu'à Paris, et à vivre sous leur surveillance silencieuse pendant des années. En échange de cet argent sale, les Delacroix absorbèrent illégalement 2 brevets médicaux fondamentaux et une participation massive que M. Alexandre avait confiée à Philippe de protéger. Ces actifs volés devinrent finalement le fondement technologique d'1 milliard d'euros de l'empire hospitalier que Madame Delacroix défendait désespérément. Marc comprit enfin toute l'image terrifiante. Élodie n'était pas seulement la fille biologique de M. Alexandre. Elle était l'héritière légale directe de droits de propriété intellectuelle capable de démanteler complètement le réseau Delacroix. Les lettres cachées de Sylvie détaillaient des numéros de contrat, des noms de notaires et des réunions privées qui pouvaient facilement prouver l'origine frauduleuse des brevets. Et le pendentif autour du cou d'Élodie contenait une minuscule clé mécanique principale conçue pour ouvrir un coffre-fort enregistré il y a des décennies au nom conjoint de M. Alexandre et Sylvie. Si ce coffre était encore intact, il contenait les documents de transfert originaux non falsifiés que Philippe Delacroix avait passé sa vie à essayer de trouver. M. Alexandre avait passé des décennies à croire que ses papiers étaient perdus avec sa fille, tandis que Madame Delacroix avait vécu dans la terreur constante que Sylvie ait laissé une preuve incriminante avant de mourir. C'est pourquoi Madame Delacroix avait en fait permis à Julien d'épouser Élodie en premier lieu. Elle avait calculé que garder l'héritière Beaumont proche et ignorante était le moyen le plus efficace de la surveiller, éventuellement, de récupérer tous les documents cachés. Mais la grossesse fit exploser tous ses calculs. L'enfant d'Élodie n'activerait pas seulement le fonds fiduciaire Delacroix. Le bébé lirait légalement la véritable héritière Beaumont à la prochaine génération de la famille qui les avait volés. Si Élodie découvrait un jour sa véritable identité tout en étant légalement mariée à Julien, elle pourrait faire exploser le conseil d'administration, récupérer les brevets et paralyser les décisions de l'entreprise de l'intérieur. Madame Delacroix conçut donc une solution aussi cruelle que chirurgicalement précise, anéantir le mariage, garder le bébé comme un pur actif Delacroix et jeter Élodie à la rue, la dépeignant comme une femme infidèle, mentalement instable et une croqueuse de diamants. Le faux test ADN briserait la confiance de Julien, tandis que le vrai résultat serait conservé aux frais jusqu'à ce qu'ils obtiennent la garde complète et qu'ils aient besoin de prouver légalement aux administrateurs du fonds que le garçon était bien de la lignée Delacroix. La contradiction flagrante qu'Élodie avait repérée dans les documents de garde était l'empreinte visible de cette double trahison. M. Alexandre ne laissa même pas Marc finir d'énumérer les obstacles juridiques avant de donner des ordres à son équipe juridique de guerre. Il exigea une injonction fédérale d'urgence, une perquisition médico-légale immédiate sur les serveurs de l'hôpital et un test ADN indépendant ordonné par le tribunal entre lui et Élodie. Il appela également un juge fédéral à la retraite qui connaissait personnellement l'histoire de la fraude de Philippe. Son avocat principal le mit désespérément en garde que prendre d'assaut l'hôpital sur un coup de tête pourrait permettre à Madame Delacroix de l'accuser d'espionnage industriel, d'extorsion, ou même de créer un récit médiatique selon lequel il était le supposé amant plus âgé d'Élodie. M. Alexandre répondit froidement qu'il avait passé près de 30 ans à agir prudemment pendant que des monstres décidaient du sort de sa fille et qu'il n'attendrait plus jamais derrière une porte fermée pendant qu'elle était victime de chantage pour abandonner son propre enfant. Cependant, il accepta de rassembler suffisamment de preuves irréfutables pour que son entrée à l'hôpital général Delacroix ne soit pas seulement une scène émotionnelle, mais un bombardement juridique.
De retour dans la suite présidentielle, Élodie reçut la visite de Sophie Bernard, qui entra, vêtue d'une blouse blanche et portant un dossier, bien qu'elle ne fût pas le médecin traitant. Sophie affirma en douceur que les contractions pourraient devenir mortelles si Élodie continuait de refuser le traitement, lui recommandant fortement d'accepter une mise en observation psychiatrique volontaire pour prouver qu'elle agissait rationnellement. Mais Élodie vit clair dans la manœuvre. Elle regarda Sophie droit dans les yeux et lui demanda qui avait autorisé la préparation de la suite néonatale VIP pour l'héritier de Lacroix des semaines avant que le test de paternité soi-disant négatif ne soit même effectué. Le masque de Sophie glissa pendant une fraction de seconde. Elle balbutia que c'était une prévision administrative standard, mais ses yeux paniqués confirmèrent qu'elle était complètement dépassée. Avant de se précipiter dehors, elle laissa échapper une autre phrase révélatrice. Madame Delacroix ne peut pas laisser monsieur Alexandre Beaumont s'approcher de cet enfant. Élodie rangea ce commentaire en silence. C'était la première fois que quelqu'un à l'intérieur de ce bâtiment connectait directement le milliardaire fantôme à son bébé à naître. Attendant d'être complètement seule, Élodie scruta la pièce à la recherche d'un moyen de communiquer avec le monde extérieur. La ligne fixe ne composait que les extensions internes de l'hôpital et son téléphone portable avait disparu depuis longtemps. Mais derrière un lourd rideau, elle trouva le panneau de service infirmier contenant un bouton d'assistance d'urgence câblé. Elle simula un grave vertige pour forcer une jeune infirmière nommée Alissa à entrer dans la pièce. Pendant qu'Alissa vérifiait le moniteur de signes vitaux, Élodie glissa profondément la note manuscrite de Clara dans la poche de la blouse de la jeune femme, accompagnée d'un plaidoyer écrit désespéré pour avocat Marc Lavoisier. Alissa se figea, terrifiée par les caméras de sécurité. Mais Élodie la regarda intensément et lui chuchota qu'un jour une autre femme pourrait être piégée dans ce même lit, entièrement dépendante de quelqu'un qui déciderait de ne pas obéir à un ordre maléfique. Alissa ne promit rien, mais en sortant, elle garda sa main fermement serrée sur sa poche. 40 minutes plus tard, avocat Marc Lavoisier reçut une photo du message d'un numéro masqué. Pendant ce temps, Clara avait acculé le docteur François Moreau dans le parking souterrain alors qu'il tentait de fuir l'hôpital avec un sac de sport. Le docteur était livide, transpirant à travers son manteau coûteux malgré le froid et niait tout avec véhémence jusqu'à ce que Clara lui jette à la poitrine une capture d'écran imprimée de ses journaux d'accès. Acculé, François craqua. Il avoua que le vrai test confirmait la paternité de Julien avec 99,9% de certitude et que Madame Delacroix lui avait personnellement ordonné de l'échanger en utilisant un échantillon de donneur. Il révéla également que la copie papier requise par la loi du vrai résultat se trouvait dans un coffre physique, car la loi de l'État exigeait la conservation de la génétique prénatale, mais maître Antoine Dubois prévoyait de la récupérer et de la brûler cette nuit-là. Clara enregistra toute la confession avec un micro caché. Elle lui offrit un choix brutal, remettre le dossier physique et se retourner pour les agents fédéraux ou être désigné comme le seul cerveau d'une conspiration fédérale lorsque le procureur fédéral se réunirait, car Madame Delacroix le jetterait absolument sous le bus pour se sauver. François accepta de se retourner, implorant la protection fédérale pour sa fille et lui-même. Il conduisit Clara à une salle des archives sécurisée adjacente au laboratoire de génétique où les dossiers étaient stockés sous des hachages de code-barres plutôt que sous des noms. Mais lorsqu'ils ouvrirent le coffre, le dossier avait déjà disparu. La feuille de sortie indiquait qu'il avait été retiré quelques minutes plus tôt sous une autorisation signée par maître Antoine Dubois. Piratant les flux de sécurité interne, ils regardèrent l'avocat glisser l'enveloppe jaune dans une mallette noire et monter dans l'ascenseur exécutif privé. Clara envoya instantanément l'enregistrement audio à avocat Marc Lavoisier. Marc ordonna à ses enquêteurs privés de suivre la voiture de maître Dubois, mais leur interdit strictement d'intervenir avant que le juge fédéral ne signe l'injonction, sachant qu'effrayer l'avocat trop tôt garantirait la destruction du document. Maître Dubois quitta en trombe le garage de l'hôpital et se rendit directement à l'ancien domaine abandonné de Monsieur Philippe Delacroix dans l'ouest de l'Île-de-France. C'était une propriété que Madame Delacroix utilisait pour entreposer des archives dont même Julien ignorait l'existence. À l'intérieur de la maison sombre et pleine de courants d'air, maître Dubois trouva Madame Delacroix debout devant une cheminée rugissante, tenant plusieurs lettres originales qu'elle avait volées à l'appartement d'Élodie. Elle déchira l'enveloppe du laboratoire, vérifia la concordance génétique de 99,9% et ordonna froidement à maître Dubois de la jeter dans les flammes avec les lettres de Sylvie.
Elle était convaincue que sans preuve physique, toute action en justice pourrait être présentée comme une campagne de vengeance sans fondement de la part d'un monsieur Alexandre Beaumont déséquilibré. Cependant, Maître Dubois hésita. Non pas par une soudaine clarté morale, mais par instinct de survie. Il était l'avocat et il savait exactement comment cela allait se dérouler. Si le ministère de la Justice faisait irruption, Madame Delacroix ferait l'innocente et le dépeindrait comme un avocat voyou qui avait forgé les documents de sa propre initiative. Discrètement, Maître Dubois glissa la page de signature cruciale du vrai rapport de laboratoire dans sa poche intérieure de veste avant de jeter le reste du dossier dans le feu. Il pensait s'assurer un laissez-passer pour s'en sortir, ignorant totalement que les enquêteurs privés de Monsieur Alexandre, de niveau militaire, le photographiaient à travers les fenêtres avec des lentilles thermiques et que le système de sécurité obsolète du domaine envoyait toujours des sauvegardes automatisées à un serveur cloud que les hackers d'avocat Marc Lavoisier avaient déjà piraté. De retour à l'hôpital, Julien commençait aussi à craquer. Il avait pénétré dans le bureau de sa mère et avait trouvé un agenda en cuir montrant des réunions privées prévues avec le docteur Moreau des semaines avant même que le test ADN ne soit ordonné. Il confronta Madame Delacroix dans le couloir de l'hôpital, exigeant de savoir pourquoi elle rencontrait secrètement le directeur du laboratoire avant l'existence de tout résultat. Madame Delacroix l'écarta, affirmant qu'elle microgérait chaque détail concernant le futur héritier et l'accusa sèchement de faiblesse pour continuer à écouter les mensonges d'Élodie. Puis Julien posa la question à 1 million d'euros. Pourquoi continuait-elle à appeler l'héritier un bébé qu'elle prétendait ne pas être le sien? Madame Delacroix perdit son sang-froid. Elle répliqua sèchement que les lignées pouvaient être prouvées de nombreuses façons lorsque le moment était venu. Cette phrase glaça le sang dans ses veines. Elle révéla explicitement que sa mère connaissait une vérité complètement différente de celle qu'elle lui avait imposée. Pourtant, il lui manquait le courage ultime d'admettre qu'il avait soumis sa femme à une torture psychologique basée sur un mensonge fabriqué par la seule femme à laquelle il avait jamais obéi. De retour dans la suite présidentielle, Julien trouva Élodie complètement éveillée, le contrat non signé reposant sur ses genoux. Pendant plusieurs secondes, aucun ne parla. Dans ce lourd silence, les souvenirs inondèrent la pièce, la cuisine où ils avaient célébré le test positif, la nuit passée à murmurer des noms de bébés, la promesse de se protéger mutuellement, même si le monde entier doutait d'eux. Élodie le regarda dans les yeux et lui demanda de répondre à une seule question. Était-il prêt à répéter le test ADN en présence d'un juge dans un hôpital totalement étranger à sa famille, sans que Madame Delacroix ou Maître Dubois ne contrôlent le processus? Julien ouvrit la bouche pour parler, mais avant qu'il ne puisse répondre, sa mère fit irruption, flanquée de Maître Dubois et de 2 gardes de sécurité massifs. Madame Delacroix annonça que l'heure était écoulée et qu'ils allaient procéder immédiatement parce que la santé du bébé ne pouvait tolérer plus de retard. Élodie réalisa alors que Madame Delacroix était terrifiée par la réponse de Julien, et elle fit le vœu silencieux de ne plus jamais le supplier de quoi que ce soit. Maître Dubois posa sur la table de chevet une nouvelle version agressivement modifiée de l'accord. Il expliqua que si Élodie refusait, ils exécuteraient immédiatement une déclaration médicale d'urgence d'incapacité mentale temporaire pour signer en son nom, initiant des mesures de protection sur le nouveau-né. La menace n'était plus enfouie dans le jargon juridique. C'était un pistolet sur sa tempe. Julien réagit, s'en prenant à Maître Dubois, exigeant de savoir depuis quand sa famille avait le pouvoir de voler un enfant à une mère en utilisant un diagnostic psychiatrique fabriqué. Madame Delacroix lui ordonna de se taire, affirmant qu'elle faisait tout cela pour le sauver d'une escroc. Mais alors le téléphone de Maître Dubois vibra violemment. C'était un message paniqué de son assistant juridique l'informant qu'un juge fédéral venait d'émettre une ordonnance de préservation d'urgence bloquant tous les serveurs de laboratoire du réseau Delacroix. Tout le sang s'écoula de son visage. Madame Delacroix vit son expression et comprit instantanément que quelqu'un avait réussi à faire fuir des informations du bâtiment. Elle aboya des ordres de verrouiller toutes les sorties, de fouiller le personnel et de forcer la signature avant l'arrivée des autorités, transformant littéralement la chambre d'hôpital en une prison secrète masquée en unité médicale. À cet instant précis, la colonne motorisée de Monsieur Alexandre Beaumont défonça les portes de sécurité principales du complexe médical, escortée par des agents fédéraux, des avocats de haut vol et un notaire portant une requête judiciaire pour un test de paternité entre père et fille. Avocat Marc Lavoisier était dans le SUV de tête,
serrant les lettres de Sylvie, la photographie partagée et les journaux numériques que Clara avait extraits. Monsieur Alexandre était assis à l'arrière, serrant le minuscule bracelet d'argent pour bébé qu'il avait gardé pendant près de 3 décennies. À l'intérieur de l'ascenseur privé, son visage était sculpté dans la pierre, mais ses mains tremblaient légèrement à l'idée qu'à l'autre bout des portes, il était sur le point de rencontrer la fille qu'on lui avait dit être morte. Dans la suite, Madame Delacroix repoussa le stylo argenté vers Élodie, lui criant de signer avant qu'il ne soit trop tard. Complètement inconsciente que le passé qu'elle avait enfoui remontait actuellement par un ascenseur jusqu'à son étage, venant récupérer chaque nom, chaque brevet et chaque vie que sa famille avait volé. Élodie entendit le carillon de l'ascenseur avant que quiconque dans la pièce ne réalise ce qui se passait. Madame Delacroix, qui venait d'ordonner à Maître Dubois de forcer physiquement le stylo dans les doigts de sa belle-fille, se tourna vers la porte. Son expression changea à peine, mais un minuscule tremblement dans sa mâchoire révéla qu'elle reconnaissait la menace avant même de la voir. Julien resta figé près du lit, paralysé entre la honte et une paranoïa montante, tandis que les 2 gardes de sécurité recevaient des bavardages radio frénétiques pour bloquer l'étage. Puis les portes automatiques s'ouvrirent et un agent fédéral entra, flanqué d'avocat Marc Lavoisier, d'une armée de costumes et d'un homme aux cheveux argentés dont l'attraction gravitationnelle fit physiquement reculer Maître Antoine Dubois d'un pas. Monsieur Alexandre Beaumont entra dans la pièce, ne regardant absolument personne sauf Élodie, comme si toutes les décennies volées entre eux s'étaient effondrées en une seule seconde. Personne ne touchera plus jamais cette femme ou son enfant sans passer par moi, déclara Monsieur Alexandre. Il laissa tomber sur la table une injonction fédérale estampillée qui interdisait explicitement tout transfert, tout médicament non urgent ou toute signature obtenue sous la contrainte. Il ne cria pas, mais sa voix roula dans la suite avec une autorité qui rendait le silence lourd et physique. Madame Delacroix réagit comme une vipère acculée. Elle exigea de savoir quel droit il avait d'envahir un établissement médical privé et d'interférer dans un différend conjugal privé. Monsieur Alexandre l'ignora complètement. Il s'approcha du lit, fixa le visage épuisé d'Élodie, puis baissa les yeux sur le document d'extorsion où son nom figurait à côté de clauses concernant la garde, la confiscation des biens et l'instabilité mentale. Pendant quelques secondes, il sembla avaler une rage volcanique. Lorsqu'il parla enfin, il annonça qu'il assumait personnellement toutes les responsabilités légales, médicales et financières pour Élodie et le bébé. Julien prit ces mots comme la confirmation brutale et ultime du récit tordu que sa mère lui avait alimenté. Il se jeta vers Monsieur Alexandre, exigeant qu'il avoue depuis combien de temps il couchait avec sa femme. Madame Delacroix saisit le chaos pour reprendre le contrôle, désignant agressivement le milliardaire comme le vrai père de l'enfant. Maître Dubois intervint, affirmant que l'intervention de Monsieur Alexandre prouvait pourquoi Élodie avait refusé de signer, insinuant qu'elle avait orchestré un plan machiavélique pour quitter Julien après avoir obtenu un règlement de 2 fortunes massives différentes. L'accusation toxique inonda la pièce si rapidement que même certains membres du personnel médical présent échangèrent des regards dégoûtés. Mais Élodie, malgré sa faiblesse, regarda Monsieur Alexandre avec une profonde confusion plutôt qu'avec de la culpabilité. Elle n'avait jamais vu cet homme de sa vie, et elle ne pouvait pas comprendre pourquoi ses yeux se remplissaient d'une émotion si déchirante chaque fois qu'il prononçait son nom. Monsieur Alexandre laissa Julien terminer ses accusations pathétiques. Puis, lentement, il fouilla dans son costume sur mesure et en sortit le minuscule bracelet d'argent pour nourrisson, parfaitement conservé. Il le plaça doucement sur la table de chevet, juste à côté du pendentif accroché au cou d'Élodie, et demanda à toutes les personnes présentes dans la pièce de regarder le même symbole exact gravé sur les 2 pièces d'argent, un cercle incomplet percé d'un rameau d'olivier. Madame Delacroix devint si livide que même Julien s'arrêta de parler au milieu d'une phrase. Monsieur Alexandre utilisa ce silence comme une arme pour anéantir le mensonge central de la pièce. Il expliqua qu'il n'était pas le père du bébé. Il était le père d'Élodie. Il était l'homme que Sylvie Duval avait aimé et l'homme que la famille Delacroix avait trompé en lui faisant croire que sa fille était morte à la naissance près de 30 ans auparavant. Les mots restèrent suspendus dans l'air stérile, bien trop massifs pour être traités. Élodie porta sa main à sa poitrine, fixant le bracelet d'argent comme si elle regardait un membre amputé qu'elle avait oublié lui manquer. « C'est impossible » murmura Élodie.
Non pas parce qu'elle voulait le rejeter, mais parce que toute son existence avait été construite sur une réalité complètement différente. Monsieur Alexandre hocha la tête, les yeux brillants de larmes contenues, et reconnut qu'elle avait tout à fait le droit de douter de lui. Il fit signe à avocat Marc Lavoisier, qui claqua un dossier massif sur la table. Il contenait les résultats ADN préliminaires comparant l'échantillon de Monsieur Alexandre à des mèches de cheveux que Sylvie avait conservées dans la boîte à couture, établissant une correspondance directe parent-enfant. Il produisit ensuite des copies certifiées conformes des lettres, des photos, des virements bancaires et des documents d'entreprise montrant Monsieur Philippe Delacroix déplaçant illégalement des actifs qui ne lui avaient jamais appartenu. Madame Delacroix tenta de les faire taire, affirmant que tout était fabriqué. L'agent fédéral s'avança et annonça qu'un laboratoire indépendant approuvé par le ministère de la Justice prélèverait un échantillon d'Élodie là, devant un notaire, et que toute tentative d'interférence entraînerait des accusations d'obstruction fédérale immédiate. Julien regarda sa mère, implorant un démenti convaincant, une explication qui remettrait le monde en place. Mais Madame Delacroix se contenta de regarder Monsieur Alexandre Beaumont et demanda d'un ton neutre combien d'argent il voulait pour abandonner cette mascarade. Ce fut une réaction si sociopathe, si catastrophiquement fausse qu'elle brisa enfin le sort jeté sur son fils. Julien se rappela soudain les réunions secrètes avec le directeur du laboratoire, la contradiction bizarre dans le contrat légal, et la façon dont elle continuait à appeler le bébé, l'héritier, même après lui avoir jeté un test de paternité négatif au visage. Julien saisit le faux rapport de laboratoire sur la table et lui cria, exigeant de savoir si cela faisait aussi partie du plan. Madame Delacroix répondit froidement qu'elle avait tout fait pour le protéger d'une croqueuse de diamants impitoyable, insistant sur le fait qu'Élodie, en tant qu'héritière Beaumont, aurait détruit le groupe Delacroix de l'intérieur. Cette confession incomplète fut le coup de grâce. Elle prouva qu'elle savait exactement qui était Élodie bien avant que Monsieur Alexandre Beaumont ne sorte de l'ascenseur. Avocat Marc Lavoisier demanda à l'agent de consigner officiellement cette déclaration. Puis il sortit une tablette et lança l'enregistrement audio du docteur François Moreau. La voix tremblante et terrifiée du directeur du laboratoire résonna sur les murs de la suite présidentielle, avouant que Madame Delacroix et Maître Dubois l'avaient fait chanter pour échanger le vrai résultat du test en menaçant sa fille toxicomane et en exposant d'anciens détournements de fonds hospitaliers. Il décrivit les codes-barres inversés, le sang de donneur et l'ordre spécifique de garder la vraie analyse enfermée jusqu'à ce que la famille en ait besoin pour sécuriser le fonds fiduciaire. Chaque phrase démantela systématiquement le mensonge avec lequel ils avaient torturé Élodie pendant des semaines. Lorsque la bande se termina, Marc afficha les journaux d'accès au serveur sur l'écran, montrant l'IP du terminal exécutif, le mot de passe de François et un code de contournement lié directement au bureau de Madame Delacroix. Juste à ce moment, Clara Leroy entra dans la pièce, flanquée de 2 agents de la police judiciaire spécialisés dans les crimes financiers, l'air épuisé d'avoir dû se cacher dans des placards pendant des heures. En la voyant, Élodie ressentit une immense vague de soulagement mêlé de culpabilité. Mais la technicienne secoua la tête avant qu'Élodie ne puisse s'excuser. Clara témoigna sous serment, déclarant qu'elle avait été témoin de la manipulation numérique, que sa suspension était une mesure de rétorsion légale et que la bourse d'études médicales de son frère avait été utilisée comme levier mafieux. Elle remit la clé USB avec le journal d'audit complet et les images de sécurité montrant Maître Antoine Dubois retirant le fichier physique du coffre-fort. Les agents de la police judiciaire mentionnèrent nonchalamment qu'ils avaient déjà récupéré les caméras de circulation suivant la voiture de l'avocat jusqu'au domaine de Neuville où des sauvegardes cloud montraient qu'il avait jeté des documents dans une cheminée. Maître Antoine Dubois commença à hyperventiler. Il savait que Madame Delacroix était sur le point de le jeter au loup. Désespéré de se sauver, Maître Dubois fouilla dans sa veste et en sortit la seule page qu'il avait mise dans sa poche avant de brûler le reste de la vraie analyse. Il balbutia qu'il l'avait gardé parce qu'il soupçonnait Madame Delacroix de vouloir le piéger. Tandis qu'il tentait de jouer le rôle du dénonciateur repenti, le papier ne fit que cimenter son rôle dans la conspiration. Le document montrait clairement une probabilité de 99,9% de paternité entre Julien et le bébé, portant la signature numérique cryptée du laboratoire et une date antérieure au faux rapport. Élodie fixa le papier sans dire un mot. Le chiffre ne lui apporta aucun soulagement. Il n'apporta qu'une tristesse écrasante et dévastatrice.
Elle avait passé des semaines à se battre pour une vérité que son mari aurait pu facilement vérifier avec une seule décision indépendante. Pourtant, il avait activement choisi de croire en sa trahison plutôt que de s'opposer à sa mère. Julien prit la page. Il la fixa jusqu'à ce que les lettres se brouillent en un statique. Il se souvint de toutes les choses viles qu'il avait dites à Élodie, de toutes les nuits où il l'avait abandonnée dans la chambre d'amis, de chaque regard de dégoût qu'il lui avait jeté devant le personnel. Et du moment exact où il lui avait poussé un stylo argenté dans la main alors qu'elle se tordait de douleur en plein travail. Il fit un pas vers le lit, les larmes coulant sur son visage, mais Élodie leva la paume pour l'arrêter. Elle ne le regarda pas avec haine, mais avec une sérénité froide qui l'humilia bien plus que si elle avait crié. Elle lui dit que le papier prouvait qu'il était le père biologique, mais cela n'effaçait pas le fait qu'il avait choisi avec enthousiasme d'être son bourreau. Elle dit qu'aucun pourcentage sur une feuille de papier ne pouvait combler la distance créée lorsqu'un mari abandonne la femme qu'il aime au moment exact où elle supplie d'être crue. Madame Delacroix, voyant son fils enfin échapper à son contrôle, recourut à son option nucléaire. Elle annonça à haute voix que si M. Alexandre poursuivait les accusations fédérales, des milliers d'employés de l'hôpital seraient licenciés, des cliniques seraient fermées et des patients innocents à travers la France subiraient les conséquences d'une rancune corporative vieille de 30 ans. Elle essayait de transformer sa propre sociopathie en une tragédie collective. M. Alexandre répondit froidement qu'il n'avait aucune intention de fermer des hôpitaux ou de laisser tomber des patients. Il allait récupérer ses brevets volés et transférer la gestion opérationnelle à un fonds public indépendant pendant que la police judiciaire enquêtait sur elle. Il expliqua qu'il avait passé des semaines à élaborer un plan de transition massif pour maintenir les cliniques en fonctionnement en cas de perquisition fédérale. Précisément parce qu'il savait que les Delacroix aimaient utiliser les malades et le personnel des classes populaires comme boucliers humains. La réponse désarma complètement Madame Delacroix, la privant de la dernière arme sur laquelle elle comptait pour conserver son empire. Les agents fédéraux ordonnèrent à Madame Delacroix et à Maître Dubois de rendre leur téléphone et de rester dans la pièce pour interrogatoire. Madame Delacroix tenta de sortir, prétextant une urgence médicale à un autre étage, mais l'agent la bloqua physiquement. Il lut une deuxième injonction autorisant une perquisition complète de ses bureaux d'entreprise, le gel de tous les comptes exécutifs et une ordonnance de restriction absolue concernant Élodie et le bébé. Sophie Bernard, qui tentait de se fondre dans le décor à l'arrière de la pièce, fut interpellée par la police judiciaire pour la mise en observation psychiatrique frauduleuse. Réalisant qu'elle était sur le point de perdre sa licence médicale et de faire face à la prison, elle craqua instantanément. Elle confessa que Madame Delacroix lui avait promis la direction d'une nouvelle clinique de luxe et la chance de reconquérir Julien si elle l'aidait à dépeindre Élodie comme cliniquement folle. Sa confession fit physiquement reculer Julien de dégoût, même s'il savait qu'il était celui qui avait permis à Sophie de revenir dans sa vie juste pour punir sa femme. La montée d'adrénaline provoqua une détérioration de l'état d'Élodie. Le moniteur fœtal commença à hurler des alarmes irrégulières alors qu'une contraction aveuglante lui déchirait l'abdomen. Monsieur Alexandre s'élança pour l'aider, mais s'arrêta juste avant de la toucher. Consciente qu'il lui était encore essentiellement étranger, elle aboya à l'agent d'appeler un médecin qui n'était pas à la solde de Madame Delacroix. L'agent autorisa immédiatement son transfert à un étage sécurisé contrôlé par du personnel médical externe. Et pour la première fois depuis des mois, Élodie fut autorisée à choisir qui la soignerait. Alors qu'il préparait le brancard, Julien la supplia de l'accompagner. Élodie se contenta de secouer la tête avec une finalité épuisée. Elle demanda à Clara de rester près d'elle jusqu'à ce qu'avocat Marc Lavoisier confirme qu'aucun autre document ne pouvait disparaître commodément. Une décision qui rendit douloureusement visible à tous que sa confiance s'était définitivement éloignée de son mari pour se tourner vers les personnes qui avaient tout risqué pour la protéger. En marchant le long du couloir stérile à côté du brancard, M. Alexandre n'essaya pas de forcer une conversation. Élodie le regarda du coin de l'œil, cherchant sur ses traits une ressemblance avec l'ancienne photo de sa mère. Et elle reconnut la même façon qu'il serrait les lèvres en essayant de retenir la douleur. Il lui dit doucement qu'il n'attendait pas qu'elle l'appelle papa, ni qu'elle lui pardonne de ne pas l'avoir trouvé plus tôt. Il voulait juste s'assurer que personne ne prenne plus jamais de décision à sa place. Élodie murmura que pendant des années, elle avait imaginé que son père l'avait abandonnée parce qu'il ne voulait tout simplement pas d'elle.
Monsieur Alexandre s'arrêta un instant. Il avoua qu'il avait porté un bracelet d'argent avec son nom dans tous les pays où il avait cherché, qu'il avait pleuré devant une fausse tombe, et qu'il n'avait jamais cessé de se demander ce que cela ferait de l'entendre l'appeler. Mais il reconnut que ces décennies de chagrin ne lui donnaient pas le droit d'exiger une affection instantanée d'elle. Tandis qu'Élodie était stabilisée, Julien accula Madame Delacroix dans une salle d'attente vide, loin des avocats et des agents fédéraux. Il lui demanda quand exactement elle avait réalisé qui était Élodie. Sa mère admit froidement qu'elle avait reconnu le pendentif le soir de leur fiançailles. Elle avait autorisé le mariage parce que garder l'héritière Beaumont piégée au sein de la famille était la police d'assurance ultime contre de futurs procès. Elle affirma même qu'elle considérait l'amour de Julien comme un outil utile tant qu'Élodie restait ignorante et soumise. Mais la grossesse menaçait les calculs du conseil d'administration, rendant la lignée trop dangereuse à garder. Julien réalisa à ce moment-là que son mariage entier avait été sanctionné comme une fusion d'entreprises et que la femme à qui il avait obéi toute sa vie n'avait pas hésité une seconde à utiliser son chagrin comme une arme juste pour séparer une mère de son enfant. « Tu es devenu le monstre exact dont tu as toujours prétendu me protéger, » dit Julien, sa voix tremblante d'une nouvelle clarté amère. Il l'accusa de l'avoir transformé en un homme faible et pathétique qui ne pouvait pas former une pensée sans sa permission. Madame Delacroix rétorqua qu'il avait toujours été faible et que ce n'était que grâce à elle qu'il avait un titre, un bureau d'angle et le respect de l'élite parisienne. Mais pour la toute première fois de sa vie, ces mots ne le brisèrent pas. Julien remit volontairement son téléphone déverrouillé aux agents de la police judiciaire qui attendaient dehors. Il autorisa un accès complet à ses courriels d'entreprise sécurisés et déclara officiellement qu'il témoignerait devant le procureur fédéral concernant chaque réunion, documents et menaces impliquant Élodie, même si cela signifiait aller en prison fédérale et perdre le titre de PDG pour toujours. Ce n'était pas une rédemption complète, coopérer après que la vérité vous ait jeté au visage n'efface pas le traumatisme, mais c'était la première décision significative qu'il avait jamais prise sans demander la permission à sa mère. Quelques heures plus tard, les médecins externes confirmèrent que le bébé était stable, mais Élodie devait rester alitée strictement. Avocat Marc Lavoisier vint l'informer qu'un juge fédéral avait officiellement interdit à la famille Delacroix de tenter de déposer une demande de garde, et que le prélèvement ADN indépendant avec Monsieur Alexandre pouvait être traité proprement sans stresser la grossesse. Élodie y consentit, non pas parce qu'elle était prête à insérer instantanément un père dans sa vie, mais parce qu'elle avait désespérément besoin de retirer le copyright de sa propre histoire aux personnes qui l'avaient falsifiée. Monsieur Alexandre signa tous les consentements légaux et s'excusa discrètement après avoir demandé si elle avait besoin de quelque chose, respectant sa limite quand elle dit qu'elle voulait juste dormir. Ce fut un geste microscopique qui contrastait violemment avec les années que Madame Delacroix avait passées à déguiser le contrôle suffocant en protection. Avant l'aube, la police judiciaire emmena Maître Dubois hors de l'hôpital pour un interrogatoire intensif et notifia formellement à Madame Delacroix des documents la suspendant du conseil d'administration. Elle passa devant la porte d'Élodie la tête haute, refusant de montrer de la faiblesse. Mais lorsqu'elle croisa Monsieur Alexandre Beaumont, elle réalisa enfin que l'empire intouchable qu'elle avait construit avec Philippe s'effondrait. Les lettres de Sylvie, les journaux numériques du serveur et le vrai test ADN avaient lié le passé au présent d'une manière qu'aucune armée d'avocats ne pouvait effacer. Monsieur Alexandre lui dit qu'elle aurait pu conserver une partie de son pouvoir si elle avait un jour choisi de réparer les dégâts, mais qu'elle avait plutôt décidé d'infliger exactement la même cruauté à la fille et au petit-fils de la femme qu'elle avait déjà détruite. Madame Delacroix ne dit pas un mot, mais ses yeux révélèrent qu'elle n'était pas terrifiée par une cellule de prison fédérale. Elle était terrifiée de perdre le nom qu'elle avait utilisé pour régner sur tout le monde. Élodie se réveilla alors que la forte pluie cessait enfin. Sur sa table de chevet, il y avait 3 objets, le pendentif de sa mère, le bracelet d'argent avec son nom dessus, et la page imprimée du résultat de laboratoire confirmant la paternité de Julien. Elle les regarda longtemps, comprenant que chaque objet représentait une vérité totalement différente sur le sang, mais qu'aucun d'eux ne définissait à lui seul l'amour ou la loyauté. Julien était le père biologique de son bébé, et pourtant il s'était laissé transformer en arme contre elle. Monsieur Alexandre était son père biologique, mais il était encore un étranger qui devait gagner sa place sans l'exiger. Sylvie, partie pour toujours, était la seule personne qu'il avait vraiment protégée sans la traiter comme une propriété.
Entendant la voix de sa mère dans sa tête, Élodie décida que la fin de cette histoire ne serait pas dictée par les deux hommes liés par son sang, ni par la femme qui avait essayé de l'effacer. Elle serait écrite entièrement par elle. 2 semaines après que M. Alexandre eut défoncé les portes de l'hôpital général de la Croix, le scandale explosa, passant d'un secret de famille discret à un cirque médiatique national. Le ministère de la Justice rendit public des actes d'accusation pour fraude médicale, extorsion, obstruction à la justice, vol de propriété intellectuelle et falsification de données biologiques. Une commission indépendante désignée par le gouvernement fédéral prit temporairement le contrôle des cliniques de la Croix pour s'assurer qu'aucun patient ne soit privé de soins. Madame Delacroix fut placée en résidence surveillée à Neuville, portant un bracelet électronique en attendant son procès. Maître Antoine Dubois se vit refuser la libération sous caution en raison d'un risque élevé de destruction de preuves, et le docteur François Moreau fut placé sous protection fédérale en échange d'une coopération totale. Pour Élodie, cependant, les nouvelles de dernière minute à la télévision semblaient être un statique lointain. Son univers entier s'était réduit à une pièce calme et ensoleillée, au battement de cœur régulier et rythmé de son fils sur le moniteur, et à la certitude absolue que, pour la première fois de sa vie, personne ne pouvait la forcer à signer quoi que ce soit. Le laboratoire indépendant du ministère de la Justice confirma officiellement que M. Alexandre Beaumont était le père biologique d'Élodie avec une probabilité de 99,99%. Le document certifié fut remis par un notaire en présence d'avocat Marc Lavoisier, de Clara, et d'une thérapeute qu'Élodie avait personnellement sélectionnée. M. Alexandre n'essaya pas de la prendre dans ses bras lorsqu'il lut le papier. Il ne fit pas de grands discours sur le destin ou n'exigea pas de rattraper instantanément 30 années perdues. Il déclara simplement que le morceau de papier prouvait une vérité du sang, mais qu'il ne lui accordait pas automatiquement une place au premier rang dans sa vie. Élodie fut profondément reconnaissante de s'être tenue. À l'intérieur, elle menait une guerre d'émotions incompatibles, un soulagement intense de savoir qu'elle n'avait pas été abandonnée, une rage aveuglante pour tout ce qu'on lui avait volé, un chagrin lancinant pour sa mère, et une empathie prudente et fragile pour un homme qui avait vécu piégé dans un mensonge pendant 3 décennies. Julien demanda à la voir plusieurs fois, mais Élodie refusa les premières visites et exigea légalement que toute communication concernant le bébé passe exclusivement par ses avocats. Il accepta les conditions sans la moindre plainte. Il remit volontairement des gigaoctets de courriels d'entreprise, d'enregistrements audio secrets et de mémorandums de stratégie interne des Delacroix au FBI. Il démissionna officiellement de son poste de PDG du réseau de la Croix quelques heures avant que le conseil d'administration ne puisse l'humilier avec un vote de défiance. Certains experts des chaînes d'information en continu présentèrent sa coopération comme un coup de RP cynique pour sauver sa peau. Mais Élodie savait que son effondrement était bien plus profond que la perte d'un bureau d'angle. Pour la première fois, il était forcé de regarder sa propre image sans utiliser la manipulation de sa mère comme bouclier. Il n'avait pas falsifié le test, mais il avait activement choisi d'y croire. Il avait humilié sa femme, permis qu'elle soit isolée et soutenu chaque menace proférée dans cette suite d'hôpital par son silence. Ce sont des décisions qu'aucun accord de plaidoyer fédéral ne pouvait effacer. Les audiences préliminaires commencèrent dans un tribunal fédéral de Paris, bondé de journalistes d'investigation, d'actionnaires furieux et d'anciennes victimes des prises de contrôle de M. Philippe Delacroix. Madame Delacroix entra vêtue de la même élégance létale qu'elle avait utilisée pour régner sur la ville pendant des années. Mais elle ne portait pas ses perles emblématiques et elle n'avait pas d'entourage d'assistants terrifiés. Elle croisa le regard d'Élodie à travers la salle d'audience comme si elle essayait de l'intimider une dernière fois. Son équipe de défense tenta de présenter l'acte d'accusation entier comme une prise de contrôle hostile de l'entreprise orchestrée par un monsieur Alexandre Beaumont vindicatif, mais avocat Marc Lavoisier les démantela systématiquement. Il présenta les lettres de Sylvie, les journaux IP du serveur, les courriels envoyés directement depuis le bureau du PDG et les images de drones thermiques de Maître Dubois brûlant des fichiers au domaine de Neuville. Puis Clara monta à la barre et témoigna des menaces de style mafieux contre son frère. Le docteur Moreau avoua avoir échangé les échantillons de sang sous une contrainte extrême, et Sophie Bernard admit en larmes avoir rédigé une fausse mise en observation psychiatrique sans jamais avoir examiné la patiente. C'était une chaîne de preuves si à toute épreuve que même les avocats à 2000 € de l'heure de Madame Delacroix cessèrent de faire des objections et restèrent silencieux.
Le moment le plus brutal du procès vint lorsque Julien monta à la barre en tant que témoin hostile contre sa propre mère. Sous serment, il avoua publiquement que Madame Delacroix lui avait servi le faux résultat, mais qu'il avait activement choisi de ne pas demander un deuxième avis, malgré les supplications d'Élodie. Il admit qu'il l'avait traitée comme une criminelle parce qu'il lui était psychologiquement plus facile de s'accrocher à une trahison imaginaire que de confronter la réalité terrifiante que sa propre famille l'utilisait comme un pion. Il expliqua qu'il avait exhibé Sophie pour punir sa femme et prouver qu'elle était remplaçable. Avant de descendre, il regarda directement Élodie dans la galerie et déclara que son premier acte d'infidélité n'avait pas été physique, mais moral. Il avait trahi la femme qu'il aimait en laissant sa lâcheté, son arrogance et son obéissance de toute une vie à sa mère pesaient plus que sa propre parole. Madame Delacroix finit par craquer lors du contre-interrogatoire de Monsieur Alexandre. Lorsque Monsieur Alexandre expliqua calmement au jury qu'il n'avait aucune intention de fermer les hôpitaux ou de licencier le personnel des classes populaires, mais qu'il transférait simplement les brevets volés à un fonds public supervisé, elle perdit la tête. Réalisant qu'elle ne pouvait plus utiliser de patients innocents comme bouclier de relations publiques, elle se leva et cria que Monsieur Alexandre simulait sa philanthropie et que Sylvie avait toujours été une opportuniste avide et ambitieuse qui menaçait de détruire deux familles éminentes. Élodie se leva dans la galerie. Elle demanda au juge la permission de parler, ignorant les chuchotements frénétiques de ses propres avocats. D'une voix qui traversa la salle d'audience caverneuse, elle rappela à tout le monde que sa mère avait passé toute sa vie à coudre des vêtements dans un petit appartement, cachant des documents qui auraient pu la rendre milliardaire. Précisément parce qu'elle avait choisi de protéger sa fille plutôt que de revendiquer le pouvoir. La salle d'audience tomba dans un silence de mort tandis qu'Élodie regardait droit Madame Delacroix et ajouta que la véritable ambition psychotique était de voler une vie, un nom de famille et un bébé juste pour garder une chaise en cuir dans un conseil d'administration. Le ministère de la Justice inculpa formellement Madame Delacroix de 22 chefs d'accusation de fraude, d'extorsion, de conspiration, de vol de propriété intellectuelle et de destruction de preuves. Maître Antoine Dubois conclut un accord de plaidoyer brutal, remettant des disques durs cryptés qui prouvaient que Monsieur Philippe Delacroix avait construit un vaste réseau de sociétés écrans au Luxembourg pour blanchir les actifs volés de Monsieur Alexandre. Sa coopération ne le sauva pas d'une lourde peine de prison pour son rôle dans la tentative d'enlèvement de l'enfant d'Élodie. Le docteur Moreau perdit sa licence médicale et fit face à une peine de prison, bien que son témoignage ait réduit sa sentence de plusieurs années. Sophie fut licenciée, dépouillée de sa licence et confrontée à un procès civil brutal pour abus médical d'autorité. Clara, en revanche, fut réintégrée avec des excuses publiques massives. Elle reçut la protection fédérale des lanceurs d'alerte et fut promue pour diriger un nouveau comité de surveillance interne agressivement indépendant, conçu pour garantir que les dirigeants d'entreprises ne puissent plus jamais toucher aux résultats des laboratoires cliniques. Le réseau de la Croix fut démantelé et divisé en blocs régionaux sous surveillance fédérale, et les brevets volés revinrent légalement au domaine Beaumont. Monsieur Alexandre choqua la Bourse de Paris en refusant de demander des redevances rétroactives qui auraient entraîné des licenciements massifs. Au lieu de cela, il exigea une transparence totale, la restitution des fonds détournés et un fonds massif d'indemnisation des victimes pour les patients lésés par les décisions médicales frauduleuses des Delacroix. Élodie reçut la part massive qu'elle lui était légalement due en tant qu'héritière Beaumont. Mais elle refusa catégoriquement de s'installer au domaine de Chambourcy de Monsieur Alexandre ou d'occuper un siège honorifique à ses conseils d'administration. Elle avait passé beaucoup trop de temps à regarder l'argent être utilisé pour acheter le silence, contrôler les choix et masquer la violence. Elle posa une limite très claire, toute relation avec son père devait être construite complètement en dehors des salles de conseil, des fonds fiduciaires et des contrats. Elle devait être construite avec du temps, de la vérité et du respect. Monsieur Alexandre honora cette limite avec une patience qui semblait parfois physiquement douloureuse. Il commença par visiter son petit appartement une fois par semaine, envoyant toujours un SMS pour demander si c'était un bon moment. Il apportait des choses modestes liées à Sylvie, une photographie restaurée numériquement, un disque vinyle d'une chanson qu'ils écoutaient à Bordeaux, un carnet rempli de ses vieilles recettes, et les lettres qu'il avait écrites pendant les décennies qu'il avait passées à chercher, ne sachant pas où les envoyer. Il ne monopolisait pas seulement la conversation avec le passé.
Il écoutait activement les terreurs d'Élodie concernant l'accouchement, ses sentiments contradictoires à propos de Julien, et sa peur profonde de devenir une mère paranoïaque et méfiante. Lentement, elle commença à réaliser que M. Alexandre n'était pas le titan impitoyable que les journaux d'affaires décrivaient. Il était juste un homme qui portait encore un bracelet d'argent de bébé dans sa poche. Un homme qui restait silencieux chaque fois qu'il reconnaissait l'une des manières de Sylvie sur son visage. Le travail commença par une matinée calme et fraîche, presque un mois après la nuit où ils avaient tenté de la briser. Élodie se réveilla avec des contractions régulières et appela d'abord Clara, puis avocat Marc Lavoisier, et enfin Monsieur Alexandre. Il arriva à l'hôpital sans sa garde de sécurité habituelle et s'assit tranquillement dans la salle d'attente car elle n'était pas encore sûre de vouloir de lui dans la salle d'accouchement. Julien fut averti par ses avocats et arriva sans exiger l'accès. Il s'assit à l'extrémité opposée du couloir, acceptant que la décision appartenait entièrement à Élodie. Pendant des heures, les deux hommes restèrent séparés par un long couloir et des histoires totalement différentes. Mais ils partageaient la même anxiété paralysante à chaque fois qu'ils entendaient des pas précipités ou des machines médicales. Ils réalisèrent tous deux finalement qu'aucun titre d'entreprise, aucun fonds fiduciaire d'1 milliard d'euros et aucun blason familial ne pouvait les protéger de la simple et terrifiante peur de perdre la personne qu'ils aimaient. Lorsque de légères complications forcèrent les médecins à se préparer à une césarienne d'urgence, Élodie demanda à M. Alexandre de venir quelques minutes. Il entra, l'air complètement terrifié, et ne lui prit la main qu'après qu'elle ait acquiescé. Elle confessa, malgré la douleur, qu'elle ne savait toujours pas comment l'appeler papa, mais qu'elle ne voulait pas rentrer dans la salle d'opération en se sentant seule. M. Alexandre lui serra la main et lui dit qu'elle n'avait pas besoin d'utiliser de titres spéciaux. Le simple fait d'être autorisé dans la pièce était plus qu'il n'avait jamais osé rêver en 30 ans. Il resta à ses côtés jusqu'à ce que l'anesthésiste la stabilise. Quand il sortit pour laisser l'équipe chirurgicale travailler, il trouva Julien debout dans le couloir, désespéré d'avoir des nouvelles. Aucun des deux hommes n'essaya de revendiquer la propriété de la souffrance d'Élodie, car ils avaient tous deux finalement appris la leçon la plus difficile. La protéger vraiment signifiait respecter tout ce qu'elle choisissait de faire plutôt que de prendre des décisions à sa place. Le bébé naquit en bonne santé juste avant le lever du soleil. Elle le nomma Mathieu Duval, un choix qu'Élodie fit pour honorer le nom de la classe ouvrière que Sylvie avait utilisé pour la protéger des monstres pendant tant d'années. Julien fut autorisé à le rencontrer quelques heures plus tard sous la stricte supervision d'une infirmière indépendante et uniquement avec le consentement explicite d'Élodie. Quand il tint le garçon, il fondit en sanglots, ne tentant pas de cacher sa faiblesse. Il murmura une excuse à son fils pour avoir toujours douté de son existence et jura qu'il n'utiliserait jamais ses droits biologiques comme excuse pour envahir la vie d'Élodie. Élodie regarda depuis le lit d'hôpital, profondément émue mais inébranlable. Elle lui dit qu'il pourrait éventuellement faire partie de la vie de Mathieu s'il prouvait une cohérence absolue, suivait une thérapie intense et respectait strictement les limites légales, mais qu'une réconciliation romantique était définitivement exclue. Julien accepta les conditions sans tenter de négocier. Comprenant enfin que supplier pour une seconde chance maintenant ne serait qu'une autre façon de faire passer ses propres besoins avant son traumatisme, Julien vendit une part massive de son portefeuille immobilier personnel pour établir un fonds fiduciaire indépendant et intouchable strictement pour les soins de santé et l'éducation de Mathieu. Il renonça officiellement à tout contrôle de vote sur l'argent et prit un poste de consultant de niveau intermédiaire dans une ING de santé à but non lucratif totalement indépendante de la haute société parisienne. Loin des privilèges dorés qu'il avait toujours isolés des conséquences, il alla en thérapie, se présenta exactement à l'heure pour ses visites supervisées et n'essaya jamais d'acheter l'amour de l'enfant avec des cadeaux absurdement chers. Il savait que quelques mois de comportement décent ne pouvaient pas effacer des années de complicité lâche. Son chemin n'était pas présenté comme un arc de rédemption héroïque. C'était juste l'obligation quotidienne et épuisante de devenir un homme un peu moins lâche. Après s'être remise de l'opération, Élodie utilisa une partie de ses parts Beaumont pour créer la Fondation Sylvie. L'organisation était dédiée à la fourniture d'une défense agressive, légale, médicale et psychologique pour les femmes enceintes confrontées à la coercition économique, institutionnelle ou familiale. Elle n'ouvrit pas le siège social dans une tour de verre du quartier financier.
Elle l'ouvrit dans un bâtiment en briques rénové près de la clinique communautaire de Belleville où elle avait travaillé avant de se marier. Clara accepta le poste de directrice principale d'un programme de protection des lanceurs d'alerte conçu pour le personnel hospitalier. Avocat Marc Lavoisier dirigea l'aile de défense juridique et M. Alexandre finança discrètement toute l'opération sans jamais exiger que son nom soit apposé sur une plaque ou qu'il prenne un siège au conseil d'administration. En quelques mois, la fondation fut inondée de cas. Des femmes soumises à un chantage pour signer des accords de garde abusifs. Des patientes trompées par de faux diagnostics de médecins privés corrompus et des mères à faible revenu menant de terrifiantes batailles juridiques contre des ex-maris fortunés. Cela prouva que ce qui était arrivé à Élodie n'était pas un feuilleton isolé. C'était une forme systémique de violence déguisée en procédure légale standard. Le verdict fédéral contre Madame Delacroix tomba près d'un an plus tard. Le jury la déclara coupable de 18 chefs d'accusation. Le juge ordonna la saisie totale de tous les actifs liés aux sociétés écrans de M. Philippe et prononça une interdiction à vie d'exercer toute activité médicale ou financière en France, ainsi qu'une lourde peine de prison fédérale. Pendant la lecture du verdict, Madame Delacroix balaya la galerie du regard, cherchant désespérément Julien, s'attendant à voir le fils obéissant qu'elle avait construit. Mais Julien était assis à côté d'Élodie, strictement en tant que témoin de l'accusation. Il n'approcha pas sa mère, ni ne célébra sa ruine. Tandis que les agents fédéraux la menottaient, Madame Delacroix cracha sur Élodie, lui demandant si elle était fière d'avoir complètement détruit une famille. Élodie la regarda et répondit calmement que la famille n'avait pas été détruite par la vérité. Elle avait été détruite par les choix psychotiques que Madame Delacroix avait faits pour garder la vérité dans l'ombre. Élodie ne ressentit aucun triomphe en voyant la vieille femme être emmenée. Elle ressentit simplement le soulagement profond et épuisé de quelqu'un qui dépose enfin un fardeau qu'elle n'était pas censée porter. Sophie perdit tout et fut contrainte de présenter des excuses publiques humiliantes, bien qu'Élodie n'ait pas eu besoin de les accepter pour passer à autre chose dans sa vie. Maître Antoine Dubois fut envoyé dans un camp fédéral à sécurité minimale et passa ses journées à aider les procureurs à démêler les comptes offshore de M. Philippe, restituant des millions d'euros de biens volés à des actionnaires minoritaires ruinés. À sa libération, le docteur François Moreau prit un poste mal rémunéré de professeur dans un collège communautaire sur l'éthique médicale extrême. Douloureusement conscient qu'aucun chantage ne justifiait de transformer un test ADN en une arme chargée, Clara reçut un prix national prestigieux pour les lanceurs d'alerte médicaux. Mais dans son discours de remerciement, elle refusa de se qualifier de héroïne, déclarant clairement que tout système de santé qui repose sur un seul employé terrifié risquant sa vie pour arrêter un crime est un système fondamentalement conçu pour échouer. Son discours devint la pierre angulaire des nouveaux protocoles de conformité mis en œuvre à travers la France. La relation entre Élodie et M. Alexandre ne s'est pas développée par des réconciliations hollywoodiennes cinématographiques et larmoyantes, mais par des moments calmes, ennuyeux et normaux. Des petits déjeuners du dimanche où il apprit lentement comment elle prenait son café. De longues promenades avec la poussette où il se mordait activement la langue pour éviter de donner des conseils de milliardaires non sollicités. Des silences confortables assis devant les vieilles lettres de Sylvie. Et des conversations brutalement difficiles sur les fantômes avec lesquels ils avaient tous deux vécu. Un an plus tard, Élodie l'appela accidentellement papa pour la première fois. Elle ne l'avait pas planifié. Elle lui demanda simplement de tenir le bébé pendant qu'elle fouillait dans un sac à couches pour une couverture. Monsieur Alexandre se figea, tenant Mathieu, complètement paralysé pendant 10 bonnes secondes. Élodie fit semblant de ne pas remarquer ses yeux larmoyants pour protéger sa dignité. Mais quand elle se retourna, elle lui serra l'épaule. Elle reconnut enfin que si le sang avait ouvert la porte de force, c'était sa patience et son respect absolu qui lui avaient réellement valu le droit d'entrer. Exactement un an après la naissance de Mathieu, Élodie retourna à l'hôpital général de la Croix, le même bâtiment où ils avaient tenté de lui ôter sa liberté. Cette fois, elle était là pour couper le ruban d'une unité de défense des patients indépendante, entièrement financée par sa fondation. L'ancienne suite présidentielle VIP avait été complètement vidée et transformée en une clinique juridique gratuite et un centre de plaidoyer. Il n'y avait pas de plaque de bronze portant les noms de puissants milliardaires sur le mur. Au lieu de cela, peinte en lettres audacieuses dans le hall, se trouvait une seule ligne tirée de l'une des lettres non envoyées de Sylvie,
Personne ne peut décider du prix de votre dignité si vous refusez de la vendre. Julien assista en tant que père de Mathieu. Monsieur Alexandre assista en tant qu'invité. Clara se tenait aux côtés d'Élodie en tant que directrice du programme, mais c'était Élodie seule qui tenait les ciseaux géants et coupa le ruban, pleinement consciente qu'elle n'était plus la femme terrifiée saignant dans un lit, attendant que des hommes riches décident de son destin. Après la cérémonie, Élodie sortit dans la cour de l'hôpital avec Mathieu endormi contre sa poitrine, regardant le soleil de fin d'après-midi filtrer à travers les ormes parisiens. Julien s'approcha pour lui dire au revoir poliment avant sa visite prévue le mardi. Monsieur Alexandre attendait patiemment près du SUV pour les ramener à la maison. Une foule de reporters locaux s'amassait aux grilles, criant des questions, désespérés d'obtenir une citation juteuse sur l'effondrement spectaculaire final de la dynastie de la Croix. Élodie s'arrêta juste une seconde. Elle dit aux caméras qu'un morceau de papier peut être falsifié, un nom de famille peut être volé, et une femme peut être enfermée dans une pièce jusqu'à ce qu'elle croie n'avoir aucune issue. Mais aucun mensonge n'est invincible tant qu'une personne a le courage de poser la bonne question. Puis elle se retourna et s'éloigna des lumières clignotantes parce qu'elle savait que la victoire ultime n'était pas d'hériter d'une fortune en biotechnologie ou d'envoyer Madame Delacroix en prison fédérale. La vraie victoire était d'avoir le pouvoir absolu et incontesté de choisir exactement qui était autorisé dans sa vie, comment son fils serait élevé, et quel genre d'histoire elle raconterait sur elle-même. Pendant des années, l'élite parisienne murmura que le milliardaire qui avait défoncé les portes de l'hôpital cette nuit-là était venu réclamer le bébé. Mais la vérité était bien plus profonde. Monsieur Alexandre Beaumont était venu réclamer la femme que tous les autres avaient essayé d'effacer. Il n'a pas sauvé Élodie comme un chevalier sauvant une demoiselle. Il lui a simplement tendu un bélier pour qu'elle puisse s'ouvrir son propre chemin. Et cette différence était tout l'intérêt de l'histoire. Julien apprit trop tard que l'amour ne consiste pas en la possession. Ni à ne croire les preuves que lorsque cela est commode. Monsieur Alexandre apprit qu'être un père est quelque chose que l'on doit construire après la réunion. Et Élodie prouva que même lorsqu'on est entouré d'argent illimité, de médecins corrompus et d'avocats impitoyables, une personne peut toujours trouver sa voie au moment où elle refuse d'échanger sa dignité contre une signature.